Ouais. Bien le bonjour à toutes et à tous. Salut Mathieu. Bonsoir à tous, bonsoir Gabriel. Comment tu vas? Ça va nickel et toi? J'étais en train de me regarder justement une petite vidéo des meilleurs finishes de Anderson Silva C'est pas mal pour se mettre en jambe pour ce pour live. s'échauffer. Exactement, pour s'échauffer un petit peu. Bon, je vois que t'es toujours en France. Toujours. Ouais. C'est pour ça que je regardais les vidéos d'Anderson Silva justement, c'est parce que le Brésil me, le Brésil me tente. Non, en fait, c'est juste qu'on avait, on avait toujours ce souci de papier. En fait, c'est simple, hein, j'avais mon passeport pour aller au Brésil, mais j'avais pas mon visa pour aller aux États-Unis. Ouais. Et on attendait, parce qu'il y a des soucis avec l'ambassade, comme il y a eu entre les Jeux Olympiques, entre le fait que sur les grandes vacances, entre le fait que mon rendez-vous était tombé pile à la semaine de la fête nationale des États-Unis, ça fait beaucoup de retard sur les papiers. Et là, c'est un seulement de se débloquer. Donc, je vais enfin pouvoir aller au Brésil dès mardi. Donc, voilà. Dès mardi, on va dans l'avion. Et mardi soir, on est au Brésil. Et mercredi, on s'entraîne. Donc, bonne Lourd, nouvelle. lourd, lourd. Bonne nouvelle. Salut à tous dans le chat. Alors attends, salut les gars, je suis au boulot, je fais des pizzas. Bisous à vous. Ouh, faut Ouh. pas me dire ça, moi. Faut pas me dire ça, moi. Ouais, là on est à juste moins d'un mois de ton fight. On est le 28, donc ton fight c'est le 27 août. C'est ça. Mardi 27 août. La date se rapproche. Ça va avancer très très vite. Ça va avancer très très vite. Je sais ça à chaque fois. Je m'en souviens, toutes les fois où j'avais un combat, je me disais bon bah c'est dans un mois, j'ai le temps. En fait, ça passe très vite. Ouais, t'as pas le temps. Tu vois, le temps il passe très très vite, surtout quand tu es encore en entraînement. Donc normalement, ouais, la date va vite se rapprocher. Parce que chaque jour, c'est la même routine, entraînement, hop, repos, manger, entraînement, et puis hop, c'est déjà le lendemain, et ainsi de C'est suite, et ça. ainsi de suite. Ouais. C'est ça. Déjà quand tu es chez toi, c'est ça. Mais alors quand tu es en camp, ouais, quand tu es en camp en général, ça passe vraiment vite. Comment tu te sens là, un mois là? Je me sens bien, je me sens en C'est forme. bien. Faut dire, j'ai eu beaucoup d'aide en France, hein. Le fait que Daniel n'était pas là, Daniel était au Brésil pour son camp. En fait, on avait vraiment tout planifié de la manière la plus parfaite possible pour qu'on ait vraiment une bête de camp d'entraînement, un camp d'entraînement parfait. Malheureusement, avec les papiers, bon, ça a bloqué tout le monde. Ça a bloqué Daniel, vu que Daniel il était bloqué au Brésil. Moi, j'étais bloqué en France, donc on ne pouvait pas s'entraîner ensemble. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Nicolas Haute, qui m'a beaucoup aidé pour l'entraînement. Avec Nassourdine, on a fait beaucoup de sparring, on a fait beaucoup de techniques, on a fait du thème, on a fait des drills, on a fait quand même pas mal d'entraînement. Il m'a beaucoup aidé. Et, franchement, là, je suis bien en forme grâce à eux. Donc, je suis très reconnaissant. J'ai aussi pu m'entraîner chez Johnny, à l'US Métro. Et en fait, on avait prévu normalement, là, je n'étais pas censé avoir mes papiers tout de suite. On avait vraiment planifié que j'ai mes papiers en fait pour le 10 quasiment. Le 10 10 août, août. ok. Donc vraiment, là, on serait. En fait, je suis arrivé au Brésil, j'aurais juste fait 10 jours à fond de balle et après, on serait parti au Ouais. combat. Donc j'ai prévu d'aller m'entraîner pendant 15 jours à l'US Métro, en plus des entraînements avec Nassourdine et Nicolas Haute. Et au final, comme il y a le départ qui est planifié maintenant, qu'on a les papiers, ça ne se fera pas. Mais j'ai pu faire une séance quand même là-bas et franchement, excellent. Très très bien. Très très bonne salle. Donc franchement, c'est cool. Ça fait plaisir d'entendre que ça se prépare fort et bien en tout cas. Et puis Ouais, exact. voilà, il y a de l'aide dans le MMA français, ça fait C'est plaisir. ça qui fait plaisir. C'est ça qui fait plaisir. Et, j'ai pu m'entraîner avec Nassourdine, j'ai pu m'entraîner avec Islem, qui est aussi au dernier Contender Series. Ouais. J'ai pu m'entraîner avec plein de gens, donc franchement, j'en suis très reconnaissant. Si aujourd'hui je suis préparé, tu vois, j'ai une bonne base et que je peux arriver au camp pour m'entraîner avec Daniel de la meilleure des manières, c'est justement parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé. Il faut savoir être reconnaissant. Salut à tous dans le chat, encore une fois. Salut à Alors, tous. ce soir, au menu, on a donc l'UFC Manchester, l'UFC 304 qui a eu lieu cette nuit. Attention à la liaison dans beaucoup aider. Beaucoup Beaucoup aidé. aider. Ah, Oula, nous avons des experts de la est-ce que prononciation. t'avais pas entendu la phrase qui disait, en anglais, ça dit You cannot say I gave up without saying I gave. Ah ouais, ok, ok. Don't give up. Alors on aura aussi donc l'Hexagone qui a lieu à Orange le 25, donc jeudi ou vendredi, je sais plus dernier. La petite news, enfin même la grosse news justement par rapport à Baki qui a été matché pour le Bellator c'est 16 novembre je crois, Bellator Champion Series à Paris contre Oliver Camp et on va parler aussi un peu du Rascamp. Ah oui, puis je voulais juste aborder en vitesse sur le Rising qui a eu lieu cette nuit, parce qu'il y a eu des gros trucs. Donc voilà, il y a de quoi faire. On va se faire une bonne petite heure bien condensée. Est-ce que l'UFC, tu as regardé un petit peu?
J'ai regardé un tout petit peu. Bon, j'ai regardé Ouais, forcément les résumés. En fait, tous les résumés sont disponibles sur YouTube maintenant en français, dès le lendemain. ouais. Donc, moi, j'en profite, hein. Dès le lendemain, je regarde les résultats parce que j'ai plus la foi comme avant de regarder tous les combats. Maintenant, je suis vraiment un petit peu picky sur les combats, c'est-à-dire je vais vraiment aller chercher les combats qui m'intéressent. Sur cette carte, à Ouais, part. il n'y avait pas il y avait pas grand-chose. Ouais. Franchement, j'ai regardé pas mal de combats, mais Ouais, c'était ouais. compliqué. Il y a quand même quelques-uns qui m'intéressaient, notamment celui de Aspinal. Je pense que ça a intéressé beaucoup de monde, puisque bon, on sait que c'est potentiellement le futur adversaire de John Jones. Ouais. Il y avait le combat de Giga Chikad, que j'ai pas pu voir. Le combat de Christian Leroy Duncan, que j'attendais aussi, que j'ai pas pu voir. Mais sinon, j'ai vu les grands stats, quoi. J'ai vu Bobby Green contre Paddy Pimblett, j'ai vu Aspinal contre Blaze, Edward Mohamed, j'ai pas tout vu, j'ai vu le résultat. J'ai vu les gros noms, Emokaev également contre KP. Ouais. Alors David, c'est quand Dana White Series? C'est le 27 août pour Mathieu. Et en fait, la saison, enfin, je sais plus c'est quelle saison là, peut-être. Ils en sont à la combien là? Oh, je n'ai strictement aucune idée, hein, 7, 8, franchement. un truc comme ça. Ça commence le 13 août. Donc tu as le 13, le 20, le 27. Tu sais quelle date il combat Islam ou pas? Il me semble que c'est en octobre. En octobre? Ok. Alors, tu pars quand au Brésil, Mathieu? Il part mardi. Il est Ouais, à quelle heure par ton exemple, avion? comment? Il est à quelle heure ton avion? 13h15, donc ça va, Ça va. moi j'ai pris un bon avion. C'est chiant parce qu'au début, justement, comme le départ était prévu le 9 juillet, ah ouais, normalement c'était le 9 juillet, ça veut dire que je devrais déjà être parti depuis plus de 2 semaines et demie. J'ai prévu un avion d'une classe, tu vois, j'ai pris un bon avion avec une bonne classe de. Comment ça s'appelle là? Tu vois, voilà, j'avais mis un petit billet quoi. J'ai pas arrêté de décaler, Le décaler mec l'avion. part en business class et tout. Non, quand même pas, Ah, le abuse pas. mec, il vit, hein. C'était la premium économie, quoi. Premium économie. C'était pas l'économie, c'était la premium économie. Je me suis dit, vas-y, on va se mettre bien. On va partir avec Daniel. Daniel était en premium économie. Je dis, vas-y, allez, hop, c'est parti. Et là, comme j'ai pas arrêté de décaler mon billet, non seulement ça a augmenté le prix du billet, et en plus, j'ai fini en économie. Là, je vais dans une place pourrie, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors, UFC Manchester. Chose un petit peu rare ce qu'ils ont fait, en fait, c'est pour se caler sur les horaires américains. D'habitude, quand ils vont dans des pays étrangers, ils font quand même en sorte, la majorité du temps, même si c'est déjà arrivé, de combattre aux heures locales, tu vois, avec les décalages horaires. Quand ils font des UFC normalement à Londres, Manchester, etc., c'est-à-dire les combattants combattent à 20h heure locale. Là, ils ont tout décalé. Et en fait, les combattants, Spinal et compagnie, les combattants locaux, ils ont dû se baser, je pense, au moins 1 ou 2 mois à l'avance sur ces horaires-là. En fait, ils vont combattre à. C'est comme si nous, en France, on allait combattre à 5 heures du mat. Ce qui est très compliqué, quoi. Est-ce que tu dois combattre à 5 heures du mat? Non, 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 à 5h du mat, je dors, hein. Je suis dans mon lit, c'est terminé, hein. 5h du matin, non, c'est particulier, hein. C'est encore si tu te déplaces sur place. Parce qu'en fait, tu vois, tu te dis, ok, si tu te déplaces aux États-Unis, tu vas arriver avec le décalage horaire, en fait, quand il sera 5 heures chez toi, enfin, il sera une heure correcte là-bas. Tu as le temps de t'habituer. Mais là, par contre, si tu restes en Angleterre et que tu sais que tu vas combattre à 5 heures du mat, ça veut dire que tu dois t'entraîner je sais pas, genre un mois avant, ou au moins 2, 3 semaines avant, tu dois t'entraîner à des heures qui sont proches de 5 heures du mat, ça veut dire autour de 3 heures, 4 heures. Oh, en fait, ça te Bah, décale complètement. Ça veut dire que pendant un mois, tu vas vivre en décalé. tu Tu vas vas te vivre lever à 15 heures. voilà. Tu... En fait, tu Moi, vas ça me vivre comme. dérange pas. Je savais que tu allais dire ça. Tu vas vivre comme, je sais pas, un mec qui fait de la sécu, quoi. Un mec qui fait juste du Ouais. travail de nuit, quoi. Alors, Pojo, salut les gars. UFC avait déjà vendu un créneau pour ESPN apparemment et ils ne pouvaient pas changer les horaires. C'est par rapport à ça. Ok. Ok, ok. Alors, pas fou cette UFC, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, justement, on va faire une petite review, un petit débrief. Alors, Dana a fait la gueule qu'il y a eu 7 décisions. Apparemment, il va remettre les primes à 50 au lieu de 100 000. Bah Ouais, il y non, avait. Hein? non, parce que Paddy Pimblett, il a reçu 200 000 en Non, mais bonus. pour les autres trucs, là j'ai vu la déclaration de Ah, Dana White. En fait, il y avait, tu sais, pendant les conférences de presse, des fois, t'as des combattants qui interpellent, ouais, Dana, s'il te plaît, mets les primes de match à tel truc, tel truc. Je sais plus qui avait pendant la conférence avec Pereira, là où il avait dit, mets les primes à 300 000 dollars, là. Je sais plus quel combattant avait interpellé Dana là-dessus. Ferguson, peut-être, non? Non, 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 c'est là, tout récemment. Je saurais plus te dire. Je saurais plus te dire du tout. Et bref, alors là, il y avait donc Bobby Green, King Green, parce qu'il a changé son nom de Bobby à King, qui avait interpellé Dana pendant la conférence de presse en disant est-ce que tu peux passer la prime de victoire, ou performance, ou combat, machin, etc., de 50 à 100 000. Et Dana, un peu sous la pression, tu vois, le moment, il a dit ouais, ok, il n'y a pas de souci. Et donc là, bah, voilà,
Comme a dit Pojo, il y avait 7 décisions. C'était Un un peu peu, décevant. un peu pourri. Et c'est comme toujours marrant de voir la facilité avec laquelle il a à dire ok, c'est bon, on fait 100 000. Tu vois. Ça veut dire en fait, il pourrait le faire tout le temps, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça brasse tellement de thunes qu'il pourrait lâcher Mais c'est bon sans à problème. savoir. Ça veut dire que parfois, quand t'as gagné de la thune juste avant un combat, à la conférence de presse, tu dis tu peux mettre 100 000, il va dire oui. Bon à savoir. Alors, par quel combat on pourrait commencer? Moi, déjà, ça m'avait étonné. Alors après, ils ont quand même remonté ce combat. C'était le combat de Mokaev contre Manel Capé. À la toute Mhm. base, parce que c'est quand même un fight. Déjà d'une, ça pourrait même être main event pour un UFC Fight Night, je pense. Mhm. Ça méritait d'être sur la main card. Et à la toute base, ils avaient relégué ce combat en early prelims. Donc en ouverture de carte. C'est assez bizarre, surtout vu le ranking des mecs dans la catégorie flyweight. Alors ils l'ont remonté en prélim tout court. Donc du coup en early prélim, qu'est-ce qu'il y avait eu comme bon gros combat? Marcin Prachnio contre Modestas. Modestas Bukauskas. Modestas, c'était pas lui qui avait eu la jambe C'est pulvérisée par exactement. Khalil Rountree? C'est fou quand même, hein. Le mec, maintenant, il est connu pour s'être fait éclater la jambe par Kyle Rountree. Ouais. C'est lui qui s'était fait complètement annihiler tous les tendons dans la jambe. Sa jambe, elle était complètement flinguée sur un oblique kick. Et ça avait justement enclenché une grosse discussion sur la légalité, enfin sur le fait que ce coup soit encore autorisé. Et du coup, il a gagné. En fait, j'ai juste regardé ce combat-là parce qu'il affrontait un Polonais. que Bah je voilà, connais. sur la carte, sur la early prelims, j'ai regardé ici et là, mais c'était pas la grosse folie, pas de gros noms, pas de grosse hype, un Non. peu compliqué. Ouais, c'était pas une année préliminaire de qualité, pour le coup. Bah je te propose qu'on passe directement justement à Mokaev contre Manel Capé. Bah voilà, ça c'est une très bonne décision. Voilà. On va skip les 5 premiers fights du coup. C'est parti. Alors dans le chat, je voudrais votre avis sur ce combat. Donc petit reminder, il y a des très grosses tensions entre les deux hommes depuis plusieurs mois. Apparemment, il y a déjà eu une échauffourée, je crois, à l'UFC Apex ou l'UFC PI. Ils se sont tapés dessus. Apparemment, je crois que Manel Capé avait mis genre un coup de boule et un coup de coude à Mokaev qui l'avait ouvert. Même les deux, voilà, ils s'étaient encore chauffés à la conférence de presse. Ouais, c'était pas super Et, cacahuète. et une fois en plus dans la cage, il y avait la sécurité qui avait dû intervenir. Et même jusqu'au dernier moment, à ce que le combat commence, la sécurité restait parce qu'ils pensaient que, tu sais, quand l'arbitre il dit ouais, vous êtes prêts, ils pensaient qu'ils allaient se taper dessus, tu vois. Ça aurait pu être possible. Ça aurait été possible. Et en fait, quand tu dis, quand il y a un passif comme ça, tu vois, que les mecs ils sont mais chauds de chez chaud bouillant pour se tuer en face, tu te dis le fight ça va être un truc explosif. Ça rajoute justement du piquant, hein. Ça rajoute du Eh ben piquant. non. Eh ben non. Eh ben non. Le La premier chute. round il était fucked up. La chute. Beaucoup d'observations et beaucoup de frustration. Parce que justement, quand tu as beaucoup de tension des deux combattants, faut savoir. On revient encore, je pense qu'on a déjà abordé ce point-là, c'est quand tu as deux combattants, justement, ils savent qu'ils sont dangereux, ils savent qu'il y a de la tension, ils savent que c'est explosif, et ben ils s'observent, tu vois, ils savent qu'au moindre coup, ça peut être potentiellement fatal, que ça va être vraiment ça va envoyer, et du coup, bah, ils sont sur observation, et quand tu es fan, tu vois ça, tu fais, mais attends, c'est pas ce pourquoi j'avais signé, en fait, moi je voulais voir autre C'est chose. ça. Je reprends un petit peu l'exemple d'Adesanya contre Romero, où c'était vraiment les deux étaient restés à distance, ils se sont à peine touchés tout le combat, quoi. En fait, je crois que c'était Cormier qui avait dit ça pendant le fight. Il avait dit voilà, les mecs ils veulent en découdre, ça c'est sûr et certain, mais surtout ils ne veulent pas perdre. Ils veulent pas perdre en phase haute. Voilà, Donc, il n'y a pas forcément de grosses prises de risque. Parce qu'ils savent, exactement. comme tu dis, voilà, que l'autre en face il peut potentiellement l'éteindre et compagnie. Donc ils vont rester vraiment. Ça va être très calculé. Il n'y a que à la fin du premier round où Manel Capé a commencé à accélérer parce que Mokaev mettait des petites frappes ici et là, un low kick, un jab. Alors d'ailleurs le stand-up de Mokaev, je le trouvais pas ouf avant, mais là je trouve quand même qu'il s'est amélioré, tu vois. Je dois souligner ça. Après, il y a une grosse accélération de Capé à la fin du premier round. Je sais pas si ça a été assez pour Pour lui l'emporter. donner ce round justement. J'étais un peu mitigé sur à qui donner le premier round. Bah, je l'ai pas vu en entier, donc je peux pas te dire. Alors deuxième round, après, voilà, c'est là où les choses ont commencé à s'accélérer, sauf le moment où il y a eu la blessure de Manel Capé. Je pense qu'il Voilà. s'est cassé le gros orteil, ou un truc comme ça. Ça, c'était le.
le truc qui a vraiment marqué le Le tournant tournant dans le du combat, fight, ouais. c'est que d'un coup, tu vois, boum, il y a un problème avec le pied de Manel. Et tu vois, c'est pas une petite blessure, parce que tu vois directement qu'il y a un problème, tu vois directement que c'est ultra gênant, et qu'il n'arrive plus à poser le pied. Et tu vois ensuite, il pose son pied, et l'orteil n'est pas posé. Il fait que poser son pied un peu comme si c'était une jambe de bois, en fait. Alors, Horshine, je voyais le premier pour caper, le deuxième avec le tirage de short plus haut dans l'œil aussi. Ah oui, il y a eu cette phase au sol justement où Mokaev a fait un takedown. Et Mokaev a attrapé le short de Capé en lui baissant le froc. En fait, limite, on voyait son has. Donc, Ouais, c'est ça. Cormier a dit ça, c'est normalement un point d'éduction direct. Ouais. C'était tellement flagrant, tellement gros, et surtout, ça lui a permis de tenir cette position que, bah ouais, normalement, ça mérite un point de déduction directement. Comment il s'appelle l'arbitre? Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il a vraiment abaissé son slip à 100%. Je m'en souviens encore de Ouais. la scène, là. En fait, ils ont fait exprès de pas mettre l'angle, mais si jamais tu changeais l'angle, en fait, tu voyais complètement le cul de Capé, hein. Je sais plus qui Euh, c'était l'arbitre. c'est Mike Beltran. Beltran. Ouais, Beltran, Mike ouais. Beltran, ouais. Il a engueulé Mokaev comme un daron à son fils. C'était un truc de ouf. Puis du coup, après, il l'a fait repartir debout. Voilà, il lui a pas laissé Il garder a la perdu la position, donc ça, position. c'était une bonne chose. Et après, bah, j'ai trouvé la défense de takedown de Capé quand même relativement bonne. De très bons sprawls, et à chaque fois, il reprenait distance. Il essayait pas de re-rentrer justement parce qu'il y avait potentiellement une attaque à nouveau de Mokaev dans les jambes. Donc j'ai trouvé le game plan de Capé assez intelligent et puis assez bien fait, tu vois. Ensuite, si je me rappelle bien, le troisième round. Attends, comment ça s'est terminé le troisième? C'était Mokaev, il était pas dans le dos de Capé ou un truc comme ça? Je sais plus. Je ne saurais te dire. Je dis, c'est pas un combat qui m'a vraiment. Le combat n'a pas marqué plus que ça, et j'ai pas. Ma mémoire, c'est. J'étais pas censé faire le live à la base. Ok. Donc j'ai pas enregistré. Non, il y avait un takedown de. Capé, il a commencé à mettre la pression au striking. Il y a eu un takedown de la part de Mokaev, et Capé a tenté une guillotine. Oui, oui, c'est vrai, mais il était pas bien placé du tout. Il était pas Ouais, bien ensuite, placé. il est resté Ouais. au sol pendant pas mal de temps. Alors, par rapport à la fin de ce combat, bah, pour moi, Mokaev, il vient de battre un top contender, donc normalement, il est censé rester, je veux dire, dans le listing pour aller affronter le champion Pentoja. Sauf que c'était le dernier combat sur le contrat de Mokaev, et Dana White, en conférence de presse, a dit écoutez, les matchmakers sont pas intéressés par le style de Mokaev, je pense que le PFL sera très content de le signer. Donc ça y est, Mokaev sort de l'UFC. Et j'ai trouvé ça dommage parce que, alors oui, certes, c'est vraiment un gros lutteur, donc il va aller forcément chercher le sol, mais c'est pas un lutteur genre vraiment inactif. C'est pas le mec qui va rester Ouais, sur toi et faire zéro dégâts, pas faire de trucs spectaculaires. Il a vraiment, moi je trouve une belle lutte. Et puis là, il commençait justement à montrer des grosses améliorations en pied-point. Donc ça commençait à devenir un combat, bah, un combattant, je veux dire, un peu quand même excitant, tu vois. ouais, je trouve qu'il y a un petit peu, il y a quand même pas mal de sévérité sur ce point-là, le fait de pas garder Mokaev alors qu'il a des bons résultats à l'UFC. Je pense qu'il y a une autre raison derrière. Je pense pas que ce soit qu'une raison purement stylistique comme l'a dit l'UFC. Je pense qu'il y a d'autres trucs derrière, peut-être les négociations qui ont mal abouti ou je sais pas. Mais il est, oui, c'est pas le meilleur, enfin, je veux dire, c'est pas le combattant le plus divertissant, mais ça reste un très bon combattant. Il fait quand même des bons combats. Capé, voilà, il est très dur à battre. Ça m'étonnerait que ce soit juste pour ça. Il doit y avoir autre chose derrière. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait eu la bagarre en backstage, qu'il y ait eu le tirage de short, qu'il y ait eu le style qui est un peu ennuyant. Peut-être qu'ils se disent il est problématique en fait. Le fait qu'il y a eu. Attention, il y a un autre truc qui est très problématique aussi, c'est le fait qu'ils ont failli se battre pendant la conférence de presse. Et pendant la pesée, pardon. Bah, d'habitude, tu sais, ça rajoute. Oui, mais Bah, tu sais, il y a. les gens, quand ils voient un bif, ils veulent acheter le pay-per-view, tu vois. Ouais, Ils veulent ouais. voir, ok, putain, ça va donner quoi ce combat? Mais il y a un bif, il y a se balancer des bouteilles d'eau au visage, tu vois, vraiment, genre, une fois qu'il n'y a plus de caméra tournée sur toi, on ne sait pas ce qui s'est passé hors caméra, tu vois. C'est que c'est bien pour la caméra, par contre, c'est les mecs qui continuent à se taper pendant une demi-heure alors que tu es focus sur ton show. Tu vois, on ne sait pas, est-ce qu'il y a des choses derrière qui font que le profil de Mokaev est plus intéressant parce qu'il y a trop de défauts derrière, quoi. Alors, Olish, il a critiqué l'UFC, donc ça passe mal. Bah, c'est pas Ah, le voilà. premier à avoir critiqué l'UFC, qui est justement dans le ressort de l'UFC.
J'ai pas de nom précis de mecs qui se sont plaints, mais je sais que ça c'est déjà arrivé dans le passé, puis c'est pas pour autant qu'ils sont sortis du roster, donc ouais, très bizarre. Il doit y avoir d'autres raisons qu'on ne connaît pas. Comme quoi les victoires et l'invincibilité ne veulent rien dire pour l'UFC. Si tu es calculateur, c'est mort. Le spectacle avant tout. Mokaev n'a que 23 ans. Il pourra toujours revenir à l'UFC en ayant pris de l'expérience. C'est vrai qu'il a que 23 ans, il a 12-0. Et attends, en amateur, il était à combien déjà? Il était pas genre plus de 18 ou 22. 23-0. 23-0 en amateur et 12-0 en professionnel. C'est énorme. Excellent. Et c'est pour ça, c'est pas un profil que tu vires de ton organisation juste parce qu'il est pas assez divertissant, quoi. Des mecs pas divertissants, on en a eu un Ben Askren, il était pas divertissant, hein. Pourtant, le FC l'ont signé. Ah, c'est vrai. Donc, et là, on parle vraiment de profil pas divertissant du tout. Donc voilà pour le fight de Mokaev. Qu'est-ce que nous avons encore? Bon, je pense qu'on peut passer à la carte principale directement. Il y avait quelques noms avec Nathaniel Wood et Molly McCann, mais bon, c'est vraiment anglophone, donc pas forcément super intéressant. Alors du coup, la catégorie middleweight, c'est comme ça que ça a été, comme la carte principale a été ouverte, entre Grégory Robocop Rodriguez, vraiment ce mec c'est un monstre physique, c'est un truc de malade, et Christian Lee Et Roy Duncan. Duncan. Ouais. Et il faut absolument jouer à ce combat, parce que j'adore le style de combat de Christian Leroy Duncan. Très très fort, très très évasif, très très agile. Il s'est fait Ancien- dégommer. C'est vrai? Il s'est fait dégommer de A à Z, que ce soit en compartiment striking ou au sol. Ah purée, bah, je serais curieux de voir le combat alors. Ah ouais, non mais Robocop, il a frappé comme un sourd. Il a envoyé des marmites de boue, mais c'était... T'entendais Il faut, vraiment le bruit, l'impact des gants, c'était... il faut absolument que je vois ce combat alors. Alors, Pro de Dromadaire, qui a repéré Gabriel dans les spectateurs dans la dernière vidéo de Ibra TV? Oui, je faisais la sécu sur le côté, oui. Non, ouais, c'était vraiment un combat de folie. 3 rounds, domination de Rodriguez. Il a fait un beau takedown justement sur le premier round où il a mis un gros ground and pound. Il a fait d'ailleurs un sacré œuf sur le front de Duncan. Et franchement, en termes de physionomie de combat, c'est resté à peu près la même chose sur les deux rounds suivantes, tu vois. Rodriguez, il arrivait à toucher plus fort. Après, Duncan, il touchait de temps en temps Rodriguez, mais rien qui le faisait forcément vaciller ou perdre confiance dans son striking. Mhm. Et c'était vraiment Robocop qui mettait les plus grosses frappes. Il y Ouais, a, il y a eu... il porte Ouais, bien son nom, hein. Il porte très bien son nom. J'ai vu plusieurs de ses combats où tu voyais vraiment justement mettre la pression à chaque fois. Il tapait fort, il avait du cardio, il était dangereux. Il était très très fort sur beaucoup d'aspects, mais il avait des faiblesses, notamment justement, je trouve qu'il est un peu raide, je trouve qu'il a le menton. En fait, ça dépend. T'as des combats où j'ai l'impression qu'il est impossible à mettre KO, et il y a des combats où j'ai l'impression qu'il peut se faire KOter facilement. ah, Donc, mais Robocop, ouais, il a le buste droit. Il n'a pas forcément de mouvement de tête ou c'est ça. de trucs comme ça. Ouais. C'est ça. Et il s'était fait justement KOter méchamment contre Bruno Ferreira. Et je me suis dit, oui, bah, si un mec comme ça, il arrive à exploiter la faille, je pense qu'un mec comme Christian Leroy, il va y arriver aussi. Je suis surpris du résultat. Et le résultat, je l'ai découvert tout à l'heure. Il y a eu pas mal de phases de clinch. Alors après, j'étais content parce que l'arbitre, il n'a pas laissé forcément beaucoup moisir, on va dire, cette position, tu vois. Il y a des arbitres qui laissent quand même longtemps parce que tu sais, t'avais des frappes, t'avais pas mal de wizards, etc. Mais De Wizard. euh, wizard, c'est bien ça Ah le ouais. terme. Oui, c'est wizard. Des Pourquoi je, Wizards. pourquoi je dis wizard? Pourquoi je dis sorcier? N'importe quoi. Des Wizards. Et voilà, l'arbitre a séparé assez rapidement, donc à chaque fois, bah, ça revenait en posture de striking. Je suis impatient de regarder ce combat. J'ai trouvé le lien pour regarder là. Alors, on te voyait de loin avec tes gros bras. Il avait une pose de guetteur. Il est parti vendre sa sauce magique Nati aux combattants. Quelle bande d'enfoirés. Il y a des choses qui changent pas quand même sur Karate Bushido. Il met une telle pression que Christian n'a pas réussi à le toucher. Ouais, c'est vrai, il était toujours en marche avant. Toujours en marche avant, toujours à mettre pression. Il essayait de cadrer Duncan. Puis il mettait vraiment des gros crochets overhand. C'était
Bah, c'est un petit peu la Très kryptonite fort. des mecs qui sont évasifs comme ça, hein. Quand tu as un mec qui bouge bien, qui est vraiment très mobile, qui est dur à cadrer, bah, juste avance toujours, tu mets contre la cage et tu tapes quand il est contre la cage, hein. C'est ce qu'il y a à faire. Tu mets des combinaisons parce que si tu t'amuses à juste faire des 1 ou 2 coups, bah, le mec il bougera trop bien, tu le toucheras jamais en fait. Après, mention quand même spéciale à Duncan parce qu'il a un menton solide. Il a pris des marmites qui auraient fait tomber pas mal de middleweight, tu vois. Donc, Bah, il a pas pris beaucoup de coups dans sa carrière en fait, c'est ça, hein. J'ai vu peu de combats où il était vraiment touché dur, donc j'imagine qu'il a encore le menton relativement frais. Robocop par contre, dans mes souvenirs, il a pas le menton relativement frais. il a que 29 ans, Leroy Duncan. Si tu m'avais dit Robocop, j'aurais été surpris, mais Christian, non, pas trop. Parce qu'il a une sacrée calvasse et on dirait il a 40 ans. Il a pas une cavasse, il a les cheveux rasés. Ouais, mais il y a le trou, tu vois que ça repousse, il y a un trou, quoi. Il y a la calvasse de daron. Bah, Robocop, il a que 32 ans. Ouais. Ah, c'est chaud. Le mec, il est plus jeune que moi. Ah ouais. Ah, c'est bizarre là. On dirait il a 45 ans. Ouais, là c'est plus C'est surprenant, tu vois. Là c'est plus surprenant. Donc fight à regarder, combat à regarder rapidement. Dès qu'on a fini le live, je pense que je vais aller mater un petit. Je vais aller mater le combat. Alors, Pimblett, Bobby Green. Ah, attends, je suis chauve avec le trou depuis que j'ai 19 ans. Ah bah mon gars. Force, hein. Force. Mes condoléances. Moi, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit si à 30 ans t'as pas perdu tes cheveux, normalement tu les perdras pas. Je suis bien. Je suis bien alors. Bah, moi aussi, pas mal, hein. On est pas mal, on s'en sort bien, hein. On s'en sort bien. Alors d'ailleurs, GG pour la vidéo en 2v2, les regards des gars sur les allusions de Nati m'ont tué de rire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo avec la Old School Academy, je vous invite à aller la voir. Donc Michael Aljarouge, Michael. voilà, et Amaury Wako sont venus nous rendre visite à Dojo 5, donc entre Mathieu et moi, pour une bonne séance de sparring et puis une bonne Ouais, séance c'est de sympa. déconne aussi. C'est sympa. Et devinez qui a eu l'idée des regards quand on disait Nati. Forcément. À quel genre d'humour appartient ces blagues? Voilà. Alors, donc Paddy Pimblett contre Bobby Green. Ouais. On va la faire en accéléré parce que c'était rapide. Ça durait 3 minutes seulement. Pas aussi rapide que le combat d'Aspinal, hein. Bah déjà, surpris de voir que Bobby Green, il a pas boxé plus. Ce qui est pourtant son poids fort. Ouais. Sa boxe anglaise. Et encore plus surpris qu'il ait shooté. Alors que le point fort de Pimblett, C'est le sol. Voilà. J'aimerais avoir une explication de game plan après. Je sais pas s'il a fait Bah écoute, on sur demandera. la conférence post-combat. Je sais pas s'il a donné des explications. C'était quoi son game plan, etc. J'ai pas vu ça. Bah on le demandera à King. On demandera à King pourquoi il a fait ça. Non mais c'est vrai que c'est particulier parce que le gars est connu pour être un bon boxeur. En face, le mec est connu pour être un bon grappleur. Et toi, tu te dis, je vais foncer dans ses jambes avec la tête basse. Et c'était une réaction un peu particulière, surtout qu'il était pas sonné. Le combat venait. Enfin, on était encore dans un terme de combat. Je pense que c'était plutôt équilibré. Pourquoi prendre une décision aussi. Bon, après, c'est toujours facile de l'extérieur, hein, mais pourquoi prendre une décision aussi peu logique? Mais c'est facile à dire, quoi. C'est facile à Bah, dire. Pimblett a bien capitalisé. Il est parti à la base sur une guillotine bras-tête. Il a switché sur le triangle. Et après, une fois que le triangle était loqué, Terminé. terminé. Green a essayé de tourner, de se libérer de la position, mais au moment où Pimblett a réussi à le faire tomber, il lui a détendu le bras. Attends, j'ai vu dans le chat, il se fait casser le bras. Il se fait casser le bras? Ouais. Je sais pas. Parce que j'ai vu qu'il s'est fait endormir. Et encore, il s'est réveillé assez vite, tu vois, dès que la position. Ouais, je pense pas. Je pense pas qu'il ait eu le bras cassé, ça Dès que la m'étonnerait. soumission était relâchée, on le voyait regarder l'arbitre et du genre, ouais, ok, c'est bon. Mais je sais pas qu'il a eu le bras cassé, tu vois. T'es sûr qu'il a le bras cassé? Pour moi, il est pas cassé, hein. Non, pour moi, il est pas cassé. Il n'y a pas de news comme quoi son bras est cassé. Peut-être, hein, je tombe peut-être, mais ça m'étonnerait. J'ai l'impression qu'il avait été arrêté assez rapidement par l'arbitre quand même. Même si c'est vrai. En fait, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas eu de signe qui montrait qu'il était out. Enfin, on voyait qu'il était. Je sais Ouais, pas s'il comment était quand même, il était sur le dos. Ouais. Enfin,
Il n'y avait plus de... Comment dire? Et la vie. Il y avait Et plus- voilà, la vie était partie de son corps. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu juste. D'habitude, tu vois, quand tu passes du stade, on va dire justement à envie à pas envie, t'as un signe, genre, tu vois, le mec, je sais pas, il fait ça, il s'affaisse, ou t'as un bras qui bouge. Là, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de mouvement. Vraiment, c'était comme ça, il se met sur le dos, et en fait, il n'y a rien qui bouge, et en fait, il n'y a pas eu de grosses fractures entre. Pimblet, il a pas dit de genre, ouais, il est out ou un truc comme ça? Il a pas regardé l'arbitre ou... Non, rien? Je pense pas, il était en train de le tuer, je pense. Non, non, je pense qu'il finissait son truc, bah, c'était impressionnant. Donc voilà, victoire pliée en 3 minutes 22 pour Paddy, qui tranquillement reconstruit sa hype, hein, parce qu'il faut savoir que depuis son dernier combat, bah, c'était pas la joie. Tout le monde lui chiait C'était dessus pas- quand même, hein. Ah, c'était vraiment pas la joie, comme quoi vraiment les gens retournent rapidement leur veste. Avant, Bah, il nous les était. premiers, Ah, je pense. hein. Je pense qu'on a déjà un peu parlé mal de lui, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, on a parlé mal de lui parce qu'en fait, il avait mérité après son combat, hein, après son combat contre Jared Gordon. Ah, il avait un peu. Pour moi, c'était. Pareil, il était en fait passé du statut de hype train à. Bah, pas grand-chose. Un mec qui se la pétait, qui parlait alors qu'il avait perdu. Donc je trouve que cette victoire, elle avait plutôt fait du mal. Et là, avec sa victoire sur Ferguson et maintenant sur Bobby Green de manière écrasante, ça relance le train. Ça relance le train, ça le remet sur le bon chemin. Donc impatient de voir la suite pour Paddy. Alors, Horshine, un France-Angleterre Pimblet versus BSD pourrait être cool à voir. J'étais justement en train d'y penser là, à l'instant même. J'avais dans ma tête là. Je saurais pas trop quoi penser de ce match-up. Après, ça pourrait faire une belle guerre au sol. On En pourrait termes faire de une bagarre puissance. debout, une bagarre au sol, ça pourrait être sur papier le match-up est très très bon, hein. Un gros sol des deux côtés, Peut-être un des truc bons kicks similaire à des la deux côtés. Moïcano là, de ce qui va arriver pour Mhm. Paris. Ouais. Bah, Moïcano, il a plus on va dire que Moïcano, c'est vraiment de l'anglaise et du sol. Benoît, c'est pied-point et sol. Et Paddy, c'est pareil, c'est plutôt pied-point et sol. Donc là, c'est vraiment encore plus proche, je trouve, comme style. Même si Benoît a un style un peu plus, je dirais, bagarreur que Paddy. Hmm. Bobby, il était classé, non? Il était pas top 15 ou un truc comme ça? Chez Lightweight? Tu me poses des questions. Ouais, non, mais c'est ce qui me semble. Ouais, c'est ça. Donc du Lightweight, coup, bah, hein, King Win. King il Win. va avoir un numéro mardi à côté de son Blast Pimblet. Il va rentrer dans le top 15 de l'UFC Pas mal. chez En plus Lightweight. d'avoir un short orange, il aura un numéro. Est-ce que tu sais pourquoi il a un short orange? Est-ce que tu te rappelles le short avec lequel il combattait au Cage Warrior? Si vous Qu'est-ce savez qu'il dans le chat. Eh, arrête, non, non, non. Si vous savez dans le chat, dites-moi. Je vais regarder Cage Warrior. Ah, ils sont short tout orange là. Bon, j'imagine que c'est un truc de sa salle, non? Non, La couleur préférée d'un de ses parents? non plus. En fait, le short qu'il portait au Cage Warrior, avec donc c'est un K et un S, c'est Kazushi Sakuraba. C'est Sakuraba, c'est en référence à ça. Et en fait, Venom justement a sorti ce short orange en référence à Sakuraba, parce que Sakuraba portait toujours un short orange. Il portait Ah, le short de son je vais regarder. idole. Ah ouais, c'est vrai, c'est le même short maintenant que je le dis. Ouais, Intéressant, très intéressant. voilà pour la petite anecdote. Et ben, j'espère que ton idole ne porte pas un slip kangourou. Non, on est foutu. On est foutu pour ton combat au Japon. C'est ça les gars dans le chat, Sakuraba, ouais. Alors, ensuite, co-main event, Thomas Pina contre Curtis Blade pour la ceinture intérim des poids lourds. Alors là, on parlait de combat expéditif avec Bobby contre Paddy, mais là, c'était vraiment de l'expéditif expéditif, hein. 1 minute de combat. Le gagnant de ce combat rencontrera le gagnant de John Jones contre Stipe. Si justement déjà le gagnant de Stipe et John Jones ne prend pas sa retraite aussi. C'est exactement ce à quoi je pensais. Parce que les deux sont vieux, hein. Et il y a d'ailleurs Aspinall, il a émis l'idée que sur la carte justement de John Jones contre Miocic, qui soit genre en co-main event contre Pereira, contre Alex Pereira. Ça pourrait être un gros gros truc aussi. Beaucoup de bonnes choses qui se mettent en place. Qui se profile, ouais. Maintenant, il faut que ça se passe. Donc, Alors, pour revenir au combat, revanche pour Aspinall, parce qu'il s'était blessé, ça avait fini sur TKO. Blessure suite à un low kick de Aspinall, il s'était bridé le genou. et c'était quoi comme blessure exactement qu'il avait eu déjà? Je sais pas, un ligament Alors, arraché, un truc il comme a ça. arraché les ligaments, son ménisque. Ah ouais, ménisque et ligament.
Purée. Ah Ah oui, Donc voilà, le premier fight s'était terminé en autre boudin. Et Aspinal, de retour, très en forme, j'ai trouvé affûté. Alors physiquement, beaucoup moins, je dirais, gros que Curtis Blade. Curtis Blade, il fait vraiment Ouais. genre le gros heavyweight de Ah ouais, naissance, tu vois. il est lourd. Il a vraiment, en fait, on aurait vraiment dit un gorille pour le coup. Ouais, Il a il aussi est une énorme. mâchoire particulière, un peu bien carrée et tout, qui donne vraiment une allure de presque animale, tu vois. Ouais. Et alors, à l'entame du combat, donc le fight commence, et je l'ai trouvé bah, sur l'attaque justement avec son striking. Là où il prend un peu plus son temps, il va varier les niveaux, etc. Là, je l'ai vu rentrer en boxe directement, et j'ai trouvé ça étonnant de la part de Blade. Alors moi, j'ai trouvé très bien, justement. J'ai trouvé très très bien sa boxe. Je trouvais Non qu'il mais avait. c'était bien, mais c'était étonnant, tu vois, de le voir rentrer directement comme ça, à vouloir essayer d'aller toucher Aspinal. Ouais, bah pareil, j'étais surpris aussi de voir qu'il partait vraiment directement en anglaise. Mais bon, de toute façon, les bons lutteurs aujourd'hui, ils rentrent pas directement en lutte, hein. Ils font un petit peu d'anglaise d'abord, et une fois que tu penses à l'anglaise, ils rentrent. C'est là qu'ils rentrent. Je pense que c'était son plan pour ce combat. Et en plus, franchement, j'ai trouvé très précis son anglaise, hein, et plutôt Ouais, vif pour un lourd aussi, hein. ouais. Alors, je pense que Blade tombe par déséquilibre. Je trouve que l'arbitre a arrêté un peu tôt. Les patates d'Aspinal ne n'est pas très loin, ne semblaient pas si puissantes pour KO Blade, selon moi. On voit au ralenti que le jab, c'est à la fois sonné et à la fois sur du déséquilibre. Heureusement, le cross n'a pas touché. Le Oui, cross qui suivait de Aspinal, parce que là, je pense que ça aurait été lights out, tu vois. ouais, déjà, faut dire ça, hein. Si le jab a fait ça comme dégâts, imagine le cross avec tout le poids derrière. Le cross passait bien au-dessus justement de l'épaule de Blade, et ça l'aurait vraiment percuté pleine tempe si ça avait touché. Après, au niveau de l'arrêt de l'arbitre, j'ai vu des arrêts plus prématurés, mais c'est vrai que j'aurais aimé en voir un tout petit peu plus. Qu'est-ce que tu en penses par rapport au stoppage? Moi, j'ai trouvé plutôt réglo, le stoppage. Je trouvais que c'était pas abusé. Ouais. On voit l'arbitre, il arrive, il sépare les combattants. Curtis, il reste au sol encore quelques secondes, hein. Il se relève pas tout de suite, hein. Il reste une bonne dizaine de secondes au sol quand même, même s'il montre qu'il est conscient, hein. Tu sais, il fait ça, enfin, il fait genre, il lève les bras au ciel, genre. Ouais, mais bon, il reste quand même au moins une quinzaine de secondes au sol. Donc, et sa première action, c'est de se mettre contre la cage, tu vois, se poser, de reprendre son équilibre, hein. Donc c'est pas. Bah, tu sais pourquoi? Tu le voyais au sol justement, parce qu'il y avait Aspinal qui tournait dans la cage, et on le voyait dire fuck, fuck, comme ça. Il est dégoûté. Ouais, bon. Non, pour moi, l'arrêt était vraiment justifié pour le coup. C'était vraiment pas mal. Blade a vraiment perdu son menton. Je pense pas. Je pense vraiment qu'Aspinal, il a quand même de la patate, tu sais, pour avoir knockdown Pavlovich comme il a fait. Il doit avoir quand même de la foudre dans les mains, hein. En fait, c'est qu'il est précis, il est très précis, il est très rapide, il arrive rapidement à toucher les points critiques. Et là, on voit le jab, il a vraiment touché parfaitement sur la mâchoire de Curtis, hein. Tu mets au ralenti, tu regardes, là, je suis en train de regarder encore le ralenti. C'est vraiment arrivé parfaitement au niveau du bas de la mâchoire ici de Curtis. Quand tu T'as, fais t'as un mec de 110 100 kilos, diplômes qui te tu mets percute un comme diable avec ça. tout le poids du corps comme ça, dans la mâchoire, qui te plie la mâchoire, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Donc non, non, je pense pas que ce soit une question de mâchoire, hein. Et puis justement, après avoir pris ça, il était encore plutôt conscient, donc non, non, pas de signe alarmant de mâchoire en verre, hein. Alors, Darren, zéro défense. Au sol, Aspinal doit lui mettre 7, dont 2 frais patates. Difficile de faire mieux comme arrêt. Ouais, non, mais pour moi, je te dis, ça reste justifié. Même si on a déjà vu voilà, des arbitres qui laissent un peu plus le bénéfice du doute, tu vois, ils se disent, ouais, peut-être qu'il va réussir à se relever. Mais c'est pas dégueulasse comme arrêt. Non, C'est pas dégueulasse. j'ai pas trouvé ça particulièrement choquant. Donc la suite pour Aspinal, voilà. Il va prendre le vainqueur de John Jones contre Miocic. La suite pour Blades, peut-être le vainqueur de Volkov contre Gann. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Bon match-up. Ouais. Attends, je vais regarder rapidement le ranking pour le poids lourd. Ouais, pour les poids lourds, Il est Curtis, troisième ou quatrième? il est quatrième. Volkov, il est troisième. Cyril Gane, deuxième. Soit il redescend et il affronte Sergei Pavlovich, soit il affronte quelqu'un au-dessus en la version de Volkov ou de Gane. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard.
Et ensuite, on arrive donc au main event de la soirée. Alors là, je vais Leon te laisser débriefer, hein. Edwards. J'ai pas vu ce combat. Je n'ai pas vu ce combat du tout. Alors, franchement, je croyais. Enfin, pour moi, les chances de Belal Muhammad de battre Leon Edwards, elles étaient genre 0,0000001%. Alors non, par contre, je te rejoins pas, tu vois. Je te Ah rejoins ouais? déjà pas, pas du tout. Les gens, ils sous-cotent un petit peu le Belal, hein. Je sais pas Mais c'est pourquoi, hein. pas qu'un petit peu, c'est totalement en fait. Alors, c'est vrai qu'il a fait quand même des grosses perfs. Il a mis, je sais plus, 50-45 à Burns. Il a enlevé le 0 de Sean Brady. Et pas de n'importe quelle manière, hein, faut préciser, hein. C'est vrai qu'il y a une montée en puissance. Depuis qu'il a commencé à s'entraîner justement avec les Dagestanais, avec Habib et compagnie, et il y a une montée en puissance. Mais, je sais pas, il y a un truc qui fait que Belal, il est pas flippant, tu vois, il est pas terrifiant. Tu te dis pas le mec, ouais, il va finir le gars. Bon, après, c'est. Enfin, tout le monde le vanne là-dessus, c'est genre une décision machine, tu vois. C'est le mec qui fait que des décisions, des décisions, des décisions. Bah, je te reprends l'exemple. Là, on est dans le même profil que Mokaev, hein. Et pourtant, Belal, il est encore à l'UFC, hein. Ouais. Là, il est sur maintenant 11 victoires consécutives. Et en plus, il vend moins, hein. Je pense qu'il vend moins que Mokaev aussi, hein. Ah, il vend que dalle, hein. Ouais. Et pourtant, il est encore là. Donc, c'est pour ça que je te dis c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'une question de style, je pense. Et il y avait les déclarations aussi du coach de Belal, où en fait ça prête à sourire, parce que tu te dis non, mais les mecs ils sont complètement perchés. Il disait, ouais, en gros, genre Belal maintenant il a les mêmes mains que Canelo, tu vois, en termes de boxe anglaise. Donc, en fait, quand t'entends ce genre de déclaration, ça te donne encore plus envie bah, de pas être avec lui, tu vois. De pas aimer la personne. Voilà. Et après, bah, tu le voyais faire des déclarations aussi, Belal, genre quand ils se sont retrouvés dans l'ascenseur en disant que Leon Edwards s'était chié dessus, enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Et en fait, déjà, on a vu un Belal Mohamed, pour moi, physiquement transformé. Le mec, il y avait une photo là qui était sortie, genre 2023-2024, beaucoup plus découpé, vraiment plus saillant, prise de muscle. Et le mec, c'était un tank dans le combat. Physiquement, c'était un putain de tank. Et c'était lui qui a donné le ton, même en striking, justement, à Leon Edwards. Il était sur lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il le faisait reculer, reculer, reculer. Et dès qu'il avait dos à la cage, Edwards, sur les rentrées de Belal, franchement, c'était très très propre. C'est la sauce russe, ça. Ouais, non, mais je sais pas, il y a un problème. Mais là, physiquement, il a vraiment changé. Ouais, ça se voit. Déjà, sur la pesée, tu vois, il est vraiment bien physiquement. Il a affûté. Gros deltoïde. Ouais, franchement, très très bien. Petite gynécomastie. Ah ouais? Non, non, je rigole. Ou légère, ou vraiment légère. Non, en tout cas, c'est vrai que physiquement, très Gros propre. changement, très gros Bon. changement. Après, bon, Léon, il a toujours eu aussi un physique qui était excellent aussi, tu vois. Donc, c'est pas un grassouillet contre un mec contre un pas balèze. Je trouve que Léon, il a une frame particulière aussi. C'est pas le mec le plus imposant, mais en termes de Très découpe et tout athlétique, ça. assez grand, Voilà, longiligne, exactement. fin, mais Et pour le bien coup, proportionné, quoi. et pour le coup, lui, il a toujours eu ce physique-là. Donc, tu vois, c'est toujours un avantage qu'il a eu. Et c'est vrai que là, mais là, il était vraiment balèze, hein. Vraiment balèze. Alors, Guillaume, Belal manque un peu de charisme pour un champion. Je te rejoins à Ouais. 200%. Il y a rien. En fait, la problématique, si tu veux, c'est qu'il y a. Alors, ça a l'air d'être une personne, genre vraie, tu vois, avec des grosses valeurs, bah, ça, la défense de la cause palestinienne, etc. Tu vois, il est vraiment droit dans son Donc, c'est truc, bottes. même avec ses discours, ses messages. Mais derrière ça, il n'y a rien qui vend. Il n'y a rien qui vend, il n'y a rien qui fait accrocher au mec, il n'y a rien qui. Ouais, je sais pas, il n'y a pas. Et c'est dommage. Et donc, bah, pour avoir outstriké Leon Edwards, déjà, c'est une grosse performance. Alors, je sais pas si tu as vu le slam qu'il lui a fait, j'ai cru qu'il allait lui briser la nuque. J'ai vu le slam par contre où il a vraiment planté dans le sol. Et le pire, c'est que Léon, il a quand même essayé d'amortir avec la main. Et tellement c'était fort, sa main, elle s'est barrée. Et boum, c'est sa tête qui s'est Pour plantée dans moi, le sol. il a dû prendre un flash knockdown. Parce que même, tu sais, on a vu son corps qui est, pendant l'espace de une demi-seconde, une seconde, qui est devenu genre mou. Tu vois, genre, ouais, je suis sonné, je suis KO. Tout à fait Mais possible, en hein. tout cas, c'était vraiment très bien fait. Il avait commencé à prendre le dos justement de Edwards. Il a rentré la main à l'intérieur. Il l'a levé. Et après, voilà, il a retourné. Alors, il l'a fait une deuxième fois, mais là, du coup, Edwards, il a réussi à se rattraper avec les deux mains. Donc, parce que franchement,
j'ai pas souvenir sur un slam d'avoir vu un mec la tête piquée comme ça, plantée à la verticale dans le sol, là. Ouais, non, mais en fait, il a vraiment inversé complètement. Il a soulevé, il a mis ses hanches en l'air et sa tête en bas. Ça montre qu'il a un physique de malade, enfin qu'il a une force de malade, puisque pour faire ça comme ça, surtout que c'était pas au premier round, quand même, faut envoyer, hein. Alors Danny Duke, je croyais que c'était interdit les slams sur la tête en direct. Normalement, c'est interdit sur genre l'axe cervical colonne quand c'est tout droit, c'est interdit. Tu sais, il y a les trucs là, un peu de catch qu'on appelle pile driver là. Ce qu'il avait fait, Aïe, je sais pas si tu t'en rappelles au Pride Bob Sapp contre Minotaur. je n'ai pas vu. Non? Non, Tu vois qui c'est Bob Sapp? bien sûr. Bah, quand même, abuse pas dans le coup, il est ouf, lui. Regarde si tu veux la Bob Sapp Minotaur. Mais Bob Sapp Minotaur Slam, regarde ça. Ok, donne-moi une seconde. Fedor au Pride, c'était pas exactement ça ce qu'il avait pris contre Randleman. Mais si vous voulez voir vraiment un vrai pile driver, c'est Bob Sapp contre Minotaur au Pride. Et ça, c'est interdit du coup. Ah ouais, c'est chaud. Mais ça va quand même, il est pas tombé sur la tête, il est tombé à plat quasiment. Hmm, chaud, Ah, hein. attends, il leur fait une deuxième fois? Non, il a pas réussi à le faire la deuxième fois. Voilà, ça, c'est vraiment le genre de slam qui peut te paralyser, hein. Ouais, ouais. Donc il le lève, boum, et... Oh non, t'as raison, ouais, non, pardon, Ouais, ouais, il ouais. a fait un vrai pile. Oh, waouh, c'est chaud, hein. Ouais, ça, c'est le genre de truc où tu peux perdre ton coup, en fait, hein. Tu peux perdre Donc ça, ta connexion. il me semble que c'est interdit. Il me semble que c'est interdit. Mais voilà, ensuite, Belal, il a contrôlé, je crois que c'était le round 1. Ça, c'était sûr. Alors, le round 2, je sais plus, parce qu'il y a un moment où Léon a réussi à lui prendre le dos. Il a travaillé justement très longtemps dans le dos de Belal. C'est peut-être au deuxième round, ça, je crois. En tout cas, sur la carte des juges, je crois qu'il y avait 3 rounds pour Belal, ou 4 rounds, et un seul round ou deux pour les Edwards. Donc, décision tout à fait justifiée. Mhm. En physionomie, ça a été tout le temps la même chose. C'est vraiment grosse pression de Belal. Il le touche en striking, il le touche bien d'ailleurs. Il le fait reculer contre la cage et après il va le lutter. Ça a été ça. Il y a eu qu'un espèce de regain je sais pas, d'ego ou d'énergie de la part de Len Edwards à la fin du 5e round. En Ground and Pound, où d'ailleurs il a bien ouvert Avec le coude. le nez de Belal, ouais. Mais c'était pas assez pour remporter le combat. Donc on a un nouveau champ à l'UFC chez les 77 kilos. Et je m'attendais pas du tout à ce résultat. Moi, je suis pas surpris, mais un peu déçu d'avoir un champ. Déjà que Leon Edwards n'était pas forcément super charismatique, pas forcément vendeur. Là, on est vraiment sur un champ encore moins vendeur, pour le coup. Ça peut être quoi maintenant ces prochaines échéances à Belal? Rakhmonov? De la Maddalena, il est trop loin encore dans le ranking. Colby, est-ce qu'il mérite de avoir directement la ceinture? Je sais pas. Je pense que Shafkat, c'est bien. Shafkat, c'est bien. C'est quoi Burns, aujourd'hui là, le top 10 à l'UFC en welter là? Kamaru Usman en premier. Bah là, Tu comme vois, il donc s'est aventuré chez les 84, ce serait ouais. peut-être pas mal de le revoir là-bas. Belal Muhammad en deuxième, maintenant Hmm. premier. Shafkat Rakhmonov, Colby Covington, De La Maddalena. Après, on est sur du Burns, du Gary, du Machado Gary, du Brady, donc c'est un peu trop bas. Non, je pense que ce sera entre Rakhmonov, Covington, Usman et De La Maddalena. Alors le guise, vous voyez qui dans sa caté qui peut détrôner Mohamed? Bah, peut... Shafkat. Shafkat ou alors un très gros lutteur. Et le très gros lutteur qui reste, c'est Colby. Non, pas assez physique pour lutter contre, je pense, comment ça s'appelle? Contre Belal. J'avais déjà oublié le nom de Belal. Et en plus, son surnom, c'est Remember the Name, hein. Oh non! Ah, si, c'est ça. Ouais, C'est son ouais, j'avais surnom. oublié. Oh, purée. Bah, j'avais oublié, désolé, Belal. Alors, Darren, Ousmane la call out sur Twitter. Ok. Ça pourrait être un combat intéressant, parce que c'est vrai qu'Ousmane, physiquement, il est très bien, il aurait la force pour résister à Belal, donc c'est un combat que je pourrais regarder. Mais il n'a pas fait les perfs nécessaires sur ses dernières sorties, justement, Kamaru, pour mériter le title shot. C'est ça qui est C'est un peu dommage. ça. C'est un peu ça. Tu vois, comme on dit, la style is make fight, mais
là, par exemple, il aurait vraiment une très bonne chance, Kamaru, d'aller s'emparer du titre. Mais s'il va taper d'autres mecs dans le top 10, je le vois moins devant, justement, avec moins de chances que contre Belal. Bah, c'est-à-dire qu'il ouais, là en top 10, si moi je le vois battre Jack de Madalena, je le vois battre Kamaru? ouais, Ouais. je le vois battre Burns, je le vois battre Yann Gary, je le vois battre Dustin Brady, je le vois battre Yann Stephen Thompson. Guéry. Ce petit Don't give lapsus. up. Tu mettrais quelle note à cet UFC Manchester? Euh, 6/10. ouais, 6 sur 10. Hmm. 5 parce que Christian il a perdu. Dites-nous dans le chat quelle note vous donneriez à cet 5. event. Moi je donnerais 5. Allez, on va switcher directement du coup sur un événement un peu plus de qualité avec l'Hexagone, ou bien tu veux parler de Baki d'abord? N'importe. N'importe. De toute façon, on va aborder, on va enchaîner vite fait. Donc, Allez, moi je dis on parle d'Hexagone. vas-y, let's go. T'as pu voir tous les combats? Attends, je regarde. Morgan Day, je crois que j'ai pas vu les combats féminins. J'ai un peu fait mon Mathieu sur ce coup-là, mais. Eh ben écoute, moi les seuls que j'ai pas vus, c'est les combats féminins Oh, aussi. bah comme par hasard. Je n'ai pas regardé. J'ai pas regardé du tout. Problématique, hein. On va faire sans, c'est pas grave. Bon, alors, on avait donc le combat chez les Polos entre Stéphane Cognon, Ouais. qui nous vient du Nord, mais donc là, qui maintenant est installé à Osaka. Et bah, d'ailleurs, il est venu avec le Challengers pour la ceinture Hidetaka Arato, Mhm. qui combattait contre Michael Grogu. Alors, Michael Grogu, on se rappelle malheureusement de lui, principalement pour la performance qu'il avait donnée au PFL, où il s'était fait éteindre justement sur high kick C'est ça. contre Islam. Où il était rentré d'une manière très particulière, où il était Très vraiment nonchalante. détaché, relaxé, et boum, il s'est fait surprendre directement d'entrée en fait. Alors écoute, bon, moi déjà, ce qui m'a un peu choqué, c'est la différence de gabarit, parce que Stéphane, il a été pesé à 98 ou 97, je crois. 97e. Et je me dis, mais pourquoi ne pas aller se taper dans la caté des light heavyweight, tu vois, quand tu fais ce pro-là? Non, bah, on avait discuté avec Stéphane, je pense que c'est déjà sur le moment, la seule opportunité c'était en poids lourd. Ouais. Je pense qu'il avait vraiment très envie de combattre, du coup il a accepté le combat, hein, tout simplement, en sachant pertinemment qu'il aura un handicap avec le poids. Après, faut aussi avoir la méthodologie pour cutter. Je pense que Stéphane, il a jamais fait. On a discuté rapidement sur ça. Et Du coup, franchement, c'était pas. physiquement, il est Il super est en forme, bien. tu sais, à un Oui, 3-4 kilos, pour il est moi, bien. Il m'a même dit en plus que si jamais il faisait une bonne diète, il pouvait descendre autour de 90, 91, 92. Donc c'est très bien, hein. Si jamais il fait un cétogène derrière, il va descendre à 88, il aura 4 kilos à cutter. Même pas 4 kilos et demi, c'est pas des quantités énormes à cutter. Enfin, c'est bien, mais pour des lourds, ça va. Donc non, non, il a la possibilité d'être en light heavyweight. Maintenant, là, comme je te l'ai dit, c'était vraiment l'opportunité qui se présentait. Il a dit oui, c'est parti, quoi. Grogu, il était à 118 kilos, je crois, ou un truc comme Un ça. truc du genre, ouais, un truc du Oh, genre. il était énorme, il était énorme. Alors Dani, il a eu une chatte énorme, Grogu, il doit perdre le combat tous les jours. Franchement, le pied-point de Stéphane, j'ai trouvé super beau. Son clinch, ses genoux, Ouais. c'était régal le truc. Mais il a fait beaucoup de dégâts. Il me semble qu'il a brisé le nez de Michael sur ça et Il qu'il est a fait plusieurs ouvert ouvertures. au niveau Ouais. de la Plusieurs pommette et tout ça, ouvertures, ouais. il a fait beaucoup de dégâts. Maintenant, Michael est intelligent dans le sens où il a utilisé vraiment la seule arme qui pouvait l'aider à sortir de ça, c'était son poids. Directement, il a utilisé la lutte. Au début, au premier round, il a fait que du striking. On a vu que c'était compliqué. À chaque fois, il se faisait clincher, il se faisait toucher dur. Il avait quand même réussi à avoir un petit peu de succès sur ses frappes, mais pas autant que Stéphane. Pour moi, Stéphane Mm. prenait le premier. Et en fait, dans le deuxième, il a très très bien réajusté en utilisant son poids et en passant en lutte. Et une fois qu'il était en lutte au-dessus de Stéphane, là, tu sens la différence. Là, tu sens que la personne en face de toi fait quasiment 20, Bah, 20 kilos de 20 plus kilos que plus que toi. toi. Et là, tu dis, ah ouais, mince, là, ça va être compliqué, ça va cramer de l'énergie. C'est ce qui s'est passé. Stéphane, il s'est cramé et Michael a saisi directement l'opportunité pour le finir. Donc gros retournement dans ce combat. Moi, je voyais vraiment Stéphane qui allait l'emporter, tu vois, vu comment il était en train de piece up Grogu debout. Je lui disais pareil jusqu'à ce que je vois aussi au premier round que le cardio descendait. Tu vois, je voyais quand même que le cardio descendait pas mal, alors que celui de Michael, il est plutôt stable. Voilà, faut maintenir. On n'était quand même pas un tiers du combat. Donc j'avais quand même des inquiétudes, mais je me dis le premier round déjà en tout cas il était pour Stéphane.
Ah oui, large, large, très large. Alors, Sweezy, bonsoir au couple le plus glamour du pied-point français. Le couple le plus glamour. Don't give up. Donc ouais, un beau retournement de situation. Un peu dégoûté, j'aurais bien voulu que Stéphane gagne, mais c'était bien fait. C'était bien fait. Alors, il y a Borel Jean-Philippe qui dit le niveau de l'Hexagone est vraiment faible. Champion de l'Hexagone, c'est un peu la loose. C'est quoi, c'est le balle perdu là? Non, je pense pas qu'elle ait perdu. Je pense qu'elle a été bien visée sur moi là, bien précise comme ça. Non, mais c'est le niveau, il est quand même super intéressant. Et c'est sûr qu'il y a un travail à faire sur tout l'aspect Sur le matchmaking. matchmaking. Ouais, il y a pas mal de critiques sur le matchmaking. Il y a des cartes où c'est extrêmement bien fait. Il y en a d'autres où c'est que c'est un petit peu moins forcément intéressant. Après, bon, il y a tellement de volume aussi d'événements avec Hexagone. T'as tellement de. Faut dire, ils sont quand même très très actifs en termes d'événements. Il faut arriver à toujours à caler des gens intéressants, des niveaux parfaits et tout. Tu vois, c'est très très compliqué. Donc, c'est pas si facile. Tu vois, c'est pas si facile. Mais globalement, c'est le seul truc qui pêche, je dirais aujourd'hui. La qualité du show a augmenté, la qualité de tout a augmenté. Donc, il n'y a plus qu'à régler ce petit souci de matchmaking. Peut-être plus d'impartialité, peut-être plus de neutralité, plus de combattants qui hype. Et en fait, on est bon. Hein. Je pense qu'on aura vraiment. On sera parfait. Bah après, en termes de combattants qui hype, je pense qu'ils sont en train de faire une razzia un peu sur. Ah, Bah, il y ouais. a Paul Dena, il y a Hugo Vidal, Samba Sima. euh, Ils ont pris tous les combattants de Ligue AKC. Déjà. Il y a moi aussi de Ligue AKC. Il y a moi, il y a Hugo, il y a Paul, il y a Anzor, pas Anzor, Ali, il y a Magomed, qui devait combattre pour la ceinture, qui est champion, pardon, même. Il est champion, hein, il devait combattre pour... Ouais, c'est ça. Il est champion de l'Hexagone. il me s- Parce qu'il devait combattre contre Wilson, ça a été annulé, mais Oui, je sais pas, du coup, si, je crois que c'est quand même passé en champion. Je crois que si, c'est ça, il est champion. ok. Et donc, en fait, ils ont pris tous les combattants de l'IFC. On est de la qualité à l'IFC. Alors, combat suivant. Thomas Glo. Thomas Glo qui faisait son Oui, retour oui, dans la c'était cage chaud, de ça. Hexagone. C'était chaud, ça. Après un J'étais combat surpris. remporté la décision à Poitiers, qui Poitiers. affrontait Parwez Arabzai, que je ne connais pas. Tu le connais toi, non? Ah oui, on s'est croisés sur beaucoup d'événements, en fait. On a fait beaucoup d'événements ensemble. Ils sont en train de chez Mathieu Nicourt à la FFA. Quelqu'un de très, 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 très gentil. Mais forcément, Thomas, je le connais un petit peu plus, vu qu'on s'est entraîné ensemble dans le sud, avec Benoît. On a fait les camps de Benoît avec lui. Voilà, il y a plus de proximité avec Thomas. Donc, j'étais pour Thomas sur ce combat. Alors en même temps, l'Hexagone, il lève les mains du gagnant, pas du perdant. Hein, je dis ça, Je vois pas du tout de quoi vous parlez. ce fail quand même. Et l'ascenseur émotionnel que ça a dû faire. Non, parce que je pense qu'ils savaient, même les mecs, ça se voyait, ils étaient en mode. Alors Sweezy, force à Paul, mais flemme des combats amateurs en main card. C'est vrai que ça a été bizarre de faire des combats amateurs, tu remets des combats pro et tu remets un combat amateur. Non, ouais, mais il y a. Bon, on le sait tous, là, on va pas faire Ouais, les aveugles, mais il y avait une condition particulière. Hein. Paul, c'est une superstar aujourd'hui. Euh, Tu vas pas mettre une superstar tout en début de carte et des mecs, même s'ils sont en pro, plus ou moins inconnus en fin de carte. Faut être conscient de ça. C'est que maintenant, dans la logique, c'est un peu bizarre parce que oui, tu fais du amateur, pro, ça va. On va dire, en fait, aujourd'hui, le niveau des amateurs, il est assez intéressant pour être sur une carte professionnelle, je trouve, en tout cas, comparé à avant. Parce qu'avant, vraiment, tu mettais des amateurs, tu voyais ces amateurs. Là, en fait, si tu retires les protèges tibia de Paul, si tu retires les protèges tibia d'Amine, en fait, ils ont leur place en pro. C'est pas des combattants qui sont vraiment débutants, tu vois. C'est des combattants qui ont quand même un certain bagage. Donc, c'est pas choquant. Si c'était vraiment des mecs qui étaient nuls, ça aurait été choquant. Mais là, c'est pas choquant. Je trouve que ça fait un bon combat et ça va pas marquer plus que ça. Ça va pas déranger plus que ça. Et Karou, you tripping my bro. Je sais pas si on a évoqué le sujet, mais Mathieu toujours Team Warren. Bah oui. Bien sûr. Oui, mais j'ai vu beaucoup de gens qui pensaient que j'étais plus chez Daniel. Hein. Parce qu'en Ah fait, ouais? ils me voient. Bah oui, j'ai même beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram en me disant bah t'es plus avec Daniel, alors ça sent en séparation avec Daniel. Non, pas du tout. En fait, c'est juste parce que les gens ils voient que Daniel. En fait, j'étais censé aller au Brésil avec Daniel. Les gens ils voient que Daniel est au Brésil, moi je reste en France. Ensuite, ils voient que je m'entraîne avec Nicolas, la Sourdine. Ils voient des photos avec Benoît, avec Juric. Mais Il non, faut comprendre, Mathieu n'a pas les paplards, c'est un clando. exactement. En fait, c'est ça. J'ai juste un truc de papier et je pouvais pas m'entraîner. Je ne pouvais pas m'entraîner. Ça veut dire que, bah, en fait,
Si Daniel était là, je me serais entraîné avec Daniel, évidemment, mais c'était pas possible. Daniel était bloqué au Brésil avec son camp, moi j'étais bloqué en France à cause des papiers, et donc j'ai pas pu aller tout de suite rejoindre Daniel. Maintenant que j'ai les papiers, je rejoins directement Daniel. Maintenant, comme j'ai dit avant, c'est justement super gentil de la part de Nicolas, de Nassourdine, de Johnny et tout de m'avoir accueilli dans leur club, de m'avoir laissé m'entraîner, parce qu'ils avaient aucun intérêt réel, si ce n'est en fait juste d'être sympa avec moi, de le faire. Maintenant, oui, Nassourdine, il a pu avoir un sparring intéressant, je pense, avec moi, mais des sparring intéressants, il y en a plein, il peut en ramener plein, donc c'était surtout moi qui avais besoin d'eux. Donc voilà, je suis très reconnaissant, et je le cache pas, c'est pour ça, il y a eu des photos, j'ai fait des photos avec et tout ça, c'était public, quoi. J'allais pas faire en mode, oui, il m'entraîne et je me cache et tout, tu vois, c'est normal, tu dois donner un minimum de reconnaissance, montrer que les gens, justement, ils t'aident, donc... Non, je suis toujours avec Daniel. Il n'y a aucun problème avec Daniel. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. On joue au Brésil dans 2 jours. Donc voilà, rassurez-vous. Romain, il est arrivé au Brésil ou pas? Romain est au Brésil depuis quelques jours déjà. Il s'entraîne sérieusement. Donc il va rester là-bas jusque mi-août. Et puis voilà. Hein. Good. Que du Alors bon. pour revenir à Thomas Glo, donc sa perf. J'ai vu que les replays, moi. J'ai pas vu le fight en entier. Le combat était pas très long. Il a duré 1 minute. Hein, donc 1 minute 45. Tu l'as regardé toi ou pas en entier? J'ai juste vu la fin. Et en fait, la fin, alors, c'était quasiment plus ou moins tout le combat. Hein. Bah, la séquence de striking de Thomas, je sais pas, je crois qu'il le touche en milieu de cage, le gars recule et il le termine Voilà. contre la En cage. fait, il le touche avec un crochet gauche, tu vois, plutôt précis. Ensuite, il commence à l'acculer contre la cage, il boxe un petit peu, il remet le même crochet gauche avec un petit peu plus d'avancée, un petit peu plus de pression, pleine mâchoire et ça déconnecte directement par Royce. Très très beau. Très très beau. Bah, Thomas, il commence à monter dans le ranking lightweight à Hexagone. Donc il pourrait aller encore peut-être 1 ou 2 fights et après prétendre à la ceinture. La ceinture, du coup, c'est Magomed qui l'a, sa ceinture à Thomas, c'est ça? Ouais. Alors là, ça va être chaud par contre. Qui je vais supporter? Mais Wilson, il est encore à Hexagone ou Non, pas? là, c'est sur Magomed que je vais supporter quand même. Wilson, il est encore à Hexagone? Ou c'est full KSW? Tu veux que je te réponde quoi? Je sais pas. J'ai le train sous les yeux ou Non, je sais pas comment ils se sont arrangés. J'imagine qu'il est encore en double contrat. Sweezy a dit oui, il a encore un combat. Ouais, non, oui, bah, en fait, ça, normalement, c'est toujours le cas, mais est-ce qu'il va faire le combat? Seul l'avenir nous le dira. Ok. Bah ouais, on n'a pas les papiers, on sait pas ce qui se passe entre. Moi, je suis pas compris entré que t'avais pas avec. les papiers, gros. T'inquiète pas, Ouais. quoi. Alors ensuite, donc, combat amateur. Bah, donc, Paul Dena contre Amin Jmel. Bah, c'était un beau fight. C'était un bon combat. Ça m'a fait kiffer. Ouais, franchement, très équilibré. Très équilibré. Engagé, du striking, de la lutte, du sol. Du pur MMA, quoi. Du pur MMA. Non, c'était agréable à regarder. Puis comme tu as dit, franchement, t'enlevais les protèges tibia, tu mettais les gants de 4, ça passait sans problème pour un combat professionnel. Hein. Ouais, carrément. Moi, je suis d'accord à 100%. Je crois que le premier round, dans mes souvenirs, était à Amine. Je me souviens plus trop. Je me souviens plus de la physionomie du combat, par contre. Il y a eu trop de combats depuis. J'ai plus. Je sais qu'il y a eu des belles séquences de lutte de la part de Paul. Ouais. Des très belles séquences. C'est vrai que je me rappelle plus après beaucoup. Est-ce que Paul ne passerait pas bientôt professionnel d'ailleurs? Mais je crois qu'il a encore relativement peu de combats. Ah non, il a 11-5, il a comme 16 combats amateurs. Ouais, il a 16 combats amateurs. Ouais. Ouais, bah ça peut se faire. Hein. Moi, je suis monté avec 18 combats. Je suis avec 18 combats amateurs, j'avais 15-3. 11-5, c'est une bonne T'as fait expérience. 18 fights en amateur, toi? Ouais, enfin, je compte pas ceux de grappling, lutte et tout ça, mais en amateur pur, ouais, j'en ai fait 18. Ok. Ah, petit 15-3, pas mal, hein, en amateur. Ouais, c'est beau gosse, je savais pas. Hein. 15-3, j'ai mis 9 KO sur les 15-3. Pas mal. KO machine. Dont un en 7 secondes. J'aime bien dire. En 7 ou 16? 7. Alors j'en ai mis 7. un en 15 et un en 7. Alors en 7, t'as fait quoi? T'as mis quoi? T'as rentré avec un Faini Le haki qui est rentré direct.
C'était contre un... bah, je crois que j'ai déjà raconté sur la chaîne en plus. C'était contre un gaucher. Je mets un low kick, je vois qu'il essaie d'attraper. Ensuite, je mets un kick, un high kick, boum, ça touche direct. T'as la vidéo? En fait, c'est mon ancien coach, je crois, qui a la vidéo. Et comme on n'est plus en bon terme, j'ai pas les vidéos. C'est dommage. Et si jamais, j'ai retrouvé si j'arrive à retrouver ces vidéos, je les mettrai sur mon Insta direct. Hein. Le KO en 15 secondes, j'ai la vidéo par contre. Je ferais bien que tu me l'envoies. Je te l'enverrai. Alors, bon combat, un peu déçu du niveau de sol, vu que c'est la génération qui débute direct par le MMA. Je m'attendais à mieux, mais c'était bien. Il avait dit 2025, je crois. Ok. Ouais, ça lui laisse encore une petite année. Je pense que c'est bien. Le temps de faire encore entre 5 et 10 combats, c'est pas mal du tout. Hein, c'est pas mal du tout. Sa feinte, aucun des deux a vu le combat. Mort de rire, un petit résumé YouTube. Si, Non, mais j'ai regardé, mais c'est que je me rappelle plus. En fait, ouais. Si, pour de vrai, moi, j'ai vraiment regardé le combat. J'ai regardé le combat live, j'ai regardé tous les combats. Le seul combat que j'ai pas vu, c'est le combat de Prince. Mais j'ai regardé vraiment tous les combats. Et mais j'ai plus je sais pas pourquoi ça s'est supprimé depuis. Ça date du 25 juillet. Ouais, c'était il y a longtemps quand même aussi. Hein. Donc, Théo Ulrich, Jason Polidor. Voilà, ce fight-là, je m'en rappelle très bien. Ouais, bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à se rappeler. Il a duré 30 secondes, s'il te plaît. fais pas le mec. Hein. Ouais, donc un combat très dur pour Jason, du coup. Déjà, avant de parler du combat, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée de Théo? Bon, il a voulu prendre la batte. Alors, je me rappelle plus du nom du méchant dans The Walking Dead, C'est mais avec Negan. la. Et c'est Lucie Labatte. Voilà, Negan. En plus, il y a cette scène terrible où il éclate. Ouais, le chinois. Ouais. Il y a un œil qui pop là. Glenn. Ouais, je m'en souviens avec l'œil qui part en cacahuète là. Ouais, voilà. Alors, aussi, moi, ce qui m'a étonné, c'est la KT dans laquelle il a combattu. Parce que Ulrich, ça a l'air d'être un mec, genre, balèze, tu vois. Genre, bien épais. Je crois qu'en amateur, il avait combattu à 84. Quand il a fait ses débuts en professionnel, bah, notamment contre Rémi, là, il avait combattu à 77. Et là, il est descendu à 73 kilos. Oui, c'était catchweight. Ouais. Et Jason, il est en 70 à la base, il me semble. 70 ou 66, hein, je sais plus. Ouais. Donc très gros gabarit Théo. Je sais pas combien il devait être le jour du combat, mais vraiment gros gab. Il a du côté énormément, ouais, c'est ça. Et bah du coup, voilà. Alors, dès l'entame de combat, on a vu Théo qui a mis la pression. Qui a mis la pression à Jason. Il l'a enfermé un peu contre la cage. Jason essayait d'envoyer quelques frappes ici et là. Mais il a mis Théo à rentrer en double jab suivi du cross. Et le cross, il est arrivé vraiment parfaitement sur la mâchoire de Jason. Et Jason, ascenseur et éteint complet. Terminé, ouais. Ouais, c'était impressionnant. Je savais qu'il tapait fort, mais je pensais pas, je l'avais jamais vu gagner au premier round comme ça. Et franchement, là, première patate, tu touches pas un menton, très très fort, très très beau. Rien à dire, hein, franchement, très très précis sur sa droite. Il n'y a pas grand chose à analyser, hein, c'est vrai, il a mis la pression, il a feinté un petit travail est peu. net, ça confirme sa hype autour de lui, son potentiel, donc j'ai hâte de voir son prochain fight. J'attends de voir le prochain aussi. Je suis impatient. Parce que là, attends, son dernier combat, donc c'était en mai, 2 mois plus tard, donc en juillet, là, voilà, il y a quelques jours, il vient de combattre. Alors je sais qu'il y a un hexagone, je crois, en septembre. Un Colmar. Je crois que c'est pour l'instant tout ce qui a été annoncé. Il n'y en a pas d'autres qui ont été annoncés. Peut-être en fin d'année, peut-être en décembre, non? Officiellement, il n'y en a pas qui ont été annoncés. Okay. Maintenant, j'imagine qu'ils vont faire d'autres dates derrière. Ouais. Mais j'ai hâte de revoir Théo. Ouais. Donc Théo de la old school de Gaëtan Hurtel et collègue de Michael Adjarouge et Amaury Wako. La machine, comment s'appelle l'usine à champions. Ouais. Et ensuite, donc, un collègue à toi, Ilian Boafia. Ah ouais. J'étais content qu'il gagne ce combat. Ilian qui était à 4-0, qui affrontait Federico Comuena, qui est un Hollandais. Non, c'est pas Hollandais. Un Tchèque. Non, Tchèque. Un Tchèque. T'as réussi à confondre le drapeau de la Hollande et celui de la République tchèque? Non, c'est que de physique faciès, il me fait penser à celui avec qui tu t'entraînais là, qui était champion du. C'est quoi? C'est Alain? LFL là? Ouais. Alain? Ouais, il a les airs. En fait, je trouve qu'il a des airs un petit peu de. Comment ça s'appelle? De Surinamé Federico Comuena. Attends, j'arrive d'ailleurs.
Je suis même pas surpris. Ouais, il pourrait avoir une tête d'Hollandais. Hein. Je te rejoins en fait. Je te rejoins Donc, 100%. bah, Et par contre, j'étais surpris de son physique quand il arrivait. une gynéco de fou furieux, fat à mort. Ouais. Parce que je l'avais déjà vu combattre plusieurs fois, et il était plutôt balèze physiquement. Tu peux trouver des photos de lui où tu vois, il est sec, t'as les ados qui sortent et tout. Et là, ouais, j'ai trouvé grassouillis. J'ai trouvé Mais grassouillis. normalement, à la base, ce que fight, il a été annoncé directement en catchweight ou pas? Je savais même pas que c'était un catchweight. Parce que là, le combat est à 90 kilos. Ouais, c'est possible. Parce que Yann, il est lourd de base. Hein. Ouais, mais Yann, c'est il un est... middleweight. Ilian, il combat en middle normalement. Ouais, ouais, ouais. Et là, on le fout à 90 kilos le fight. Ouais, peut-être qu'il a accepté à la dernière minute, le Federico. Donc il a pas réussi à Hmm, coter, ou bien que les deux se sont dit, est-ce que ça dit on cote pas trop? Ça peut arriver. Hein. une chimie qui s'est mal passée, je pense. Comment on appelle ça, une relance, c'est ça? Ah bah, il a. Oh. Quoi? Est-ce que tu veux me tendre un piège? Parle-nous chimie, Gabriel. Non, mais ouais, le physique de Federico, compliqué. Compliqué. Physique. Alors qu'en face, tu avais Yann, tout tracé, quasiment 2 mètres de hauteur. Je sais plus exactement quelle taille il fait. Pas un pet de graisse. Rien que là, déjà, tu voyais qu'il y avait un souci. Et en fait, dès le début du combat, tu as vu directement la différence de préparation. Yann, il arrivait hyper incisif. Federico, il a paniqué directement, il est rentré dans les jambes avec une amenée au sol moyenne, et puis boum. Prise de dos, triangle, frappe, étranglement, Ah, terminé. c'était très propre. Hein. Ouais, franchement, il n'y a pas eu de Très déchets et très propre. tout. Nickel, vraiment nickel de A à Z. Là, on voit que en termes d'adversité qu'il a affronté, Ilian, les mecs, c'est 1-0. Bon, il y a 1-5. Après, il y a 3-1, 4-1. Donc des mecs en positif. Et du côté de Federico, 1-2, 0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 0-0. Bon, après, il a affronté un mec à 20-11. Ouais. Bah, Ilian, à plusieurs niveaux au-dessus de son adversaire, hein, sans aucun doute. Ouais. Ouais, sur à 100%, sur à 100%. Donc, Yann qui avance tranquillement vers la ceinture middleweight de l'Hexagone, détenue par l'Aïd. Voilà. Et il l'a pas caché, là, c'est son but d'aller s'emparer de la ceinture de l'Aïd. Il y a qui d'autre dans la KT là en middle? Non, il y a que moi. Il y a Bah, il y a moi, il y a Alexis. Alexis, Kevin Oui, mais Dell, je crois. Alexis vient de se faire battre par Oui, 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 oui. J'ai oublié son nom. Clément Jordanengo ou un truc comme Ouais, ça c'est ça. là. Ouais, c'est Non, il y ça. a quand même pas mal de monde en 84. Pareil, on avait discuté avec Yann. Bon, on n'aimerait pas s'affronter, hein. On vient du même endroit, on se connaît, on se dit entraîner ensemble. C'est pas forcément un match-up qui nous attire. Maintenant, oui, si tu as l'obligation de le faire, bah, ça doit se faire. Tu vois, si on est amené à devoir le faire, et si on est obligé, bah, ça doit se faire. Mais c'est pas du tout un match-up qui nous intéresse tous les deux. Puis, de toute façon, théoriquement, je reviens plus à l'Hexagone, moi. Théoriquement, je suis plus là, logiquement. Enfin, en tout cas, je pars pas du point de vue que je serai encore là. Donc, c'est pas un combat que je ferai moi. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir Ilian contre Clément avant de prendre Ouais, l'Aïd, ouais. peut-être. Je pensais ça parce que Clément c'est bon, c'est un monstre physique. Grosse lutte. Alors, après en anglaise, Ilian Oh, le oui. dépasse fort. En même Mais temps, deux mecs en forme. Ouais. qui peut prendre Ilian en boxe anglaise, en réalité? À Hexagone 84, pour moi personne. En boxe anglaise, c'est chaud. Hein. En boxe anglaise, c'est chaud. Et Mais, ensuite on arrive au. mais le combat Laïd-Ilian, j'aimerais bien le voir par contre, parce que ce serait une bonne opposition. C'est vrai que Laïd, il n'a pas du tout la précision ni la propreté striking d'Ilian, mais il a une forme un peu plus de sauvagerie, tu vois, comment dire, Street Fighter. voilà, qui Mm. peut, justement, tellement c'est un peu déstructuré, qui peut embêter Ilian. Et Ilian, de ce côté, il est super technique, donc il a des armes pour neutraliser normalement la fougue En fait, les deux ont des armes pour s'entre-neutraliser. Il faut voir qui arrivera le mieux à mettre en place son jeu, quoi. Mais les deux sont intéressants. Les deux sont intéressants sur le pied. C'est vrai que quand ouais, je pense des fois aux commentaires de Cormier ou de Joe Rogan, etc. Ils disent quand il y a un mec qui a l'habitude de brawler contre un mec vraiment très propre, il faut rendre le combat dirty, tu vois. Ouais, Il faut rentrer dans des distances à plus, on va dire, de combat de barre. ouais, Enfin, c'est ça.
Où il y a C'est un coup exactement, un peu large, un peu wild qui va arriver, et puis c'est là où exactement ça ça, peut et faire des ça va dégâts. certainement être le but de l'AID s'il y a cette opposition, alors que le but d'Ilian sera vraiment de garder sa distance, de striker de loin, de le sniper, de le détruire petit à petit, de pas prendre de risques, hein. Ça, c'est, pour moi, c'est pas un secret, hein. C'est pas un secret. Je pense que c'est sa direction de prendrait ce combat si jamais ça se faisait. Et moi, si j'avais une pièce à mettre, je mettrais quand même ma pièce sur Ian. Ouais. Ouais, bah, en fait, je privilégie la technique sur la brutalité, entre guillemets. En Après, plus, l'Aid, il a pas non plus un sol dégueu, hein. ouais, mais Ilian, faut savoir, en fait, il y a beaucoup de gens qui voient Ilian comme un striker, mais il a un gros niveau de judo aussi, Ilian. Il a un gros niveau de lutte, de défense de lutte, de Ok. sol, tout ça. Très, très fort. Moi, je pense qu'il a toutes les armes pour neutraliser l'AID. Pour neutraliser l'AID. J'ai pas assez vu de Fight Dillian pour me prononcer, tu vois. Parce que personne l'a amené au sol, il me semble, non? Non, mais même, j'ai pas vu assez de combats tout court. Pas que ces Ok. phases-là, donc Ok. Bah, faudra que tu regardes. oui, chef. Ensuite, le main event. Prince Aonala contre Hidetaka Arato. C'est le seul combat que j'ai pas vu. Voilà. C'est le seul combat que Alors, j'ai pas pu voir. Hidetaka, arrivé fraîchement de Osaka, donc qui était à 10-0, qui avait... Alors, c'était le champion. Il y a une organisation là-bas au Japon. On va dire c'est une organisation locale pour moi. C'est l'équivalent, je dirais, du KOC en France. Ça s'appelle le Gratchan. Donc voilà, on va dire. Alors tout en haut, il y a le Rising. En dessous, il y a le Deep, le Pancrase et le Shuto. Et en dessous, donc il y a le Gratchan, le War Dog. Et je sais plus quel organe. Donc Hidetaka, il est champion du Gratchan. Champion poids lourd. Alors, il a fait un combat au Rising aussi qu'il a gagné. Mais quand tu vois le palmarès de ses adversaires, c'est pas la méga folie. 0-0, 7-10, 13-19, 1-2, 1-0, 14-13, 1-4, 28-26, 2-0, 0-2. Bah ouais. Et là, tu vois l'intérêt justement de pas forcément chercher le palmarès, mais de chercher plutôt la qualité des opposants, une qualité qui monte de manière progressive pour pouvoir justement vraiment développer du niveau plutôt que juste en fait bah, mettre des victoires qui n'ont pas vraiment d'intérêt derrière, à part si ce n'est en fait bah, te donner une bonne image de toi, quoi. Jean-Philippe Borel, c'était un bol de sushi. Je vais y Ouais, non, arriver. dis-le. Alors, tu as réussi à faire une faute à sushi, et ensuite tu as réussi à refaire une deuxième faute à la correction de sushi. Ta vanne, elle est rincée. Elle est rincée. Ah, je sais pas. Alors, c'est quoi cette carte dont il parle? On parle de la carte de Hexagone qui a eu lieu à Orange Il y a 3 la jours. semaine, voilà, il y a 3 jours. Alors, attends, je regarde. Je crois qu'ils avaient donné le ranking de Hidetaka pendant les commentaires sur Hexagone. Ça devait être genre entre 150 et 200e mondial, je crois. Mhm. Tu pourrais checker vite fait sur Fight Patrix? Alors, j'utilise pas du tout ce truc. Moi non plus, mais c'est que là sur Tapology, il n'y a pas. Ok, alors donne-moi juste une seconde, mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'utilise pas. Je sais même pas comment rechercher. Attends. Je sais même pas faire de recherche sur ça. Tu vois pas une barre de recherche? C'est bon, je l'ai. Alors, dernier classement en 2024, 173e. Et le plus haut qu'il a été, c'est 145e heavyweight mondial. Ce qui est pas moche quand même, hein, Ah, comme ranking, hein. Ce qui est pas moche. Et bah, il a affronté Prince. Alors Prince, il revenait d'un revers au KSW, où il avait pris un KO, malheureusement. Et en fait, bah, sur ce combat, écoute, on voyait la différence de gabarit. Prince beaucoup plus d'allonge, un peu moins tank que Hidetaka, plus mais qualitatif musculairement déjà, hein, ouais, ouais. forcément. Vu que Hidetaka, c'était un bol de sushi. Mais Hidetaka très très court, vraiment les jambes, les bras, il n'arrivait pas à imposer sa boxe. Tu voyais qu'il était vaillant, tu vois, il rentrait, il prenait des frappes de Prince, ça le faisait pas forcément vaciller. Mais ça, c'est un problème qu'on retrouve souvent chez les poids lourds asiatiques en général, c'est vraiment la longueur des membres. Pardon. Je veux dire, la longe. Souvent, tu regardes sur le circuit asiatique, les mecs ont des bras super courts. Sauf que les mecs, ils sont pas super grands, ils ont des bras super courts, ils sont grassouillés. Euh,
et le profil est moyen, tu vois. C'est pas idéal pour Bah, le. ça va être du cogneur. C'est-à-dire que si le mec, il arrive à casser la distance, bon là, ça allait être très compliqué avec Prince qui le maintenait bien justement loin avec ses jabs. Il lui mettait des gros low kicks aussi. Mhm. Mais voilà, s'il n'arrivait pas à casser, ou alors je pense que si ça tombe au sol, vu que c'est un petit cube, ça aurait été galère pour Prince pour Ouais. le gérer au sol, tu vois. Ah ouais, ouais, très, très. Mais là, compliqué. Et donc, bah, Prince a réussi, je sais plus s'il lui a mis un low kick ou un truc comme ça. Hidetaka, il est tombé au sol. Et là, après, Prince l'a terminé avec du ground and pound. Pas mal de coudes, où ça a forcé justement à stopper. Bon, bah, Prince a conservé sa ceinture des moins de 120 kilos. Il a fait un call-out aussi par rapport à Greg. Il a dit si Greg est dans les parages en 93 kilos, je serai chaud pour l'accueillir. Donc, Intéressant. ça pourrait être cool à Intéressant. voir. T'en pensais quoi de ce match-up, toi? Bah, moi, sur le papier, c'était équilibré. Enfin, tu vois un 10-0 qui arrive, qui, qui a des finishes. Puis Ah Sarah Côté. non! Non, 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 non. Moi, je te parle pas de ce match-up-là. Moi, je te parle Ah, du de Greg match-up. contre Prince. Voilà. Compliqué pour Greg, hein, parce que Prince, Alors, niveau technique, je mettrai ma pièce pour Greg, mais en termes de sauvagerie, de puissance, je mettrai ma pièce sur Prince. Hmm, Moi, je dirais que le seul vrai avantage de Prince, ce serait comment ça s'appelle, la fraîcheur physique avec l'âge. C'est vraiment ce qui lui permettrait de gagner. Mais, à quoi qu'il a quel âge, Prince? 30 quelque chose. Ouais, 30, ouais, Greg, il a 46. Non, c'est que là, il y a bien, bien meilleure fraîcheur physique. Je dirais, ouais, techniquement, Greg au-dessus en sol et en lutte. Et en striking, je dirais peut-être Prince plus dangereux. En fait, non, c'est un combat qui serait plutôt équilibré, mine de rien, hein. C'est un combat que j'aimerais bien voir, hein. Donc voilà pour Hexagone, bah, c'était encore une fois une belle carte, et puis le décor justement du théâtre antique d'Orange, bah, ça rajoute un Et truc, c'est beau. ça, je voyais les photos, je voyais les vidéos et tout, mais je me dis, j'avais tellement envie d'y être. Oh, c'est beau! Waouh! Franchement, c'était un des plus beaux, je trouve, un des plus beaux endroits possibles pour faire un événement de MMA. Alors juste avant de partir, parce que je pense que tu kifferais aussi voir la vidéo. Juste parler d'un gars en vitesse. Donc il y a eu à la Saitama Super Arena, ou Tokyo Dome, je sais plus, cette nuit, le Rising. Et il y avait justement Manny Pacquiao qui venait faire un combat d'exhibition, Mhm. un 3x3 minutes, contre un mec, l'ancien champion du K1 qui s'appelle Ampo Rukia. Est-ce que tu as vu son sparring avec Sean Strickland? Oui, 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 j'ai vu. Tu as vu l'intégralité ou alors c'était le genre highlight que tu avais vu parce qu'ils avaient posté les 5 rounds entiers? J'ai vu que, que le, que le japonais se démerdait au début, et ensuite j'ai vu que le cardio était descendu et que Sean a fait du Bah après, massacre. Sean, 20 kilos au-dessus, il envoyait des marmites de salopards, mais le japonais, très fort, très très fort. Et justement, et ben, il a vraiment bien percuté Manny Pacquiao. Si on devait donner une décision, là tu vois, comme ça a été un combat d'exhibition, ça a fait Ouais. les 3 x 3, ça a donné un draw du coup. Mais si on Mhm. donnait une décision des juges, Ampo, il a quand même pas mal massacré Pacquiao, et ça m'a étonné. Et Ah, il est d'ailleurs, il est vieux Pacquiao aussi, hein. il y a Ryan Garcia qui est venu justement au Japon, qui était là déjà sur la conférence de presse et qui est monté sur le ring du Rising une fois le combat terminé pour aller déjà pour aller féliciter justement les deux combattants, et après il a défié Rukia en lui disant voilà, moi je vais te mettre KO, etc. Donc possibilité de voir Ryan Garcia au Rising. Pas mal, hein? Un bon crossover. Pas mal, pas mal. Ouais. Vous pensez quoi de Garcia? Il est devenu complètement perché. Alors moi j'ai bien aimé ses déclarations par rapport aux Jeux Olympiques, donc je le critique pas. Je te T'avais vu rejoins. ou pas? Ouais, Ouais. ouais. Je le critique pas. Il est devenu drôle. Avant, je pouvais pas vraiment le blairer, mais il est devenu drôle. Donc, Ouais. Et il a compris le game en fait. les gars, vous suivez le Craig Jones Invitational, le CGI. Ouais, c'est l'événement de grappling de Craig Jones où il a mis un cash prize de 1 million de dollars. Et en fait, tous les mecs qui allaient à la DCC, ils sont tous allés dans son show. Donc voilà, voilà.
Je crois que, monsieur, nous allons nous arrêter là, à moins que tu aies quelque chose. On peut laisser peut-être 5 minutes de questions et puis let's go, hein. Let's go. Ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. Nous vous laissons encore quelques minutes si vous avez des petites questions à nous poser. Et après, on se quittera. Ça sera l'heure de manger. Vous avez déjà parlé du Rascamp. C'est vrai en plus. Thomas Loubersan, bon, ceinture noire de lutte à livrer, ex numéro 1 IBJJF pendant je sais plus 2-3 ans, un palmarès long comme le bras, qui a intervenu pour beaucoup de combattants MMA, sol grappling, sol lutte de fou furieux. Il organise à Vendôme le Rascamp. Donc c'est quoi le Rascamp? C'est en pleine nature, en pleine campagne. Il a sur son terrain installé justement des tentes. Il a installé dans une grange un espace tatami. Et tout l'été, en fait, il fait intervenir des combattants, des coachs. Donc il y a Nicolas Hoth, il y a Pierre Manzo, il y a eu Baki, il y a le Major Giral, il y a Cheikh Congo, il y a Jérôme Le Banner qui vient la semaine prochaine. Il y a Mickaël Lebou, il y a Taylor Lapillus. Enfin bref, énorme, vraiment énorme. Et le but du Rascamp, c'est à la fois entraînement et à la fois passer vraiment un putain de bon moment. Vraiment du délire, du fun. Et ça fait très colonie de vacances. Ce qui est assez cool parce que, bon, le fight, ça reste un truc sérieux, tu vois. Mais une fois qu'on est là-bas, en fait, tout le monde redevient un peu des gosses. Et ça déconne dans tous les sens et c'est vraiment chouette. Et par contre, c'est très éprouvant physiquement parce que vous allez peu dormir si vous y allez. Mais donc, franchement, qu'importe votre niveau, parce que c'est aussi ouvert aux tout débutants, vraiment même à ceux qui n'ont jamais pratiqué de sport de combat. Il y a un putain d'esprit de camaraderie. Là, il reste encore jusqu'à début septembre. Si vous voulez aller faire un tour, contactez Thomas Loubersan sur Instagram. Vous allez kiffer. Moi, j'y suis allé sur les dates avec Baki, là. On a bien tourné avec Baki, avec Thomas, avec Pierre Manzo, avec Enzo Piopo, etc. Donc, il y aura des images qui vont sortir. Donc voilà. Et ouais, ce que je veux dire, il va même avoir une petite vidéo carrément dédiée à ça, non? Ouais, j'en dis pas plus. Très bien. Je ne dis plus rien non plus. Et si on va aller au Brésil avec Mathieu, on contacte qui? Daniel Vorin, mais je crois que le camp public est terminé. Il est fini, ouais. Ouais, donc là, il faudra juste attendre que je revienne et prendre des cours particuliers. Non, il n'y a plus de. Je crois que Daniel a fini complètement son camp au Brésil. Donc là, c'est réservé uniquement aux professionnels. Il n'y a plus de possibilité de se greffer sur le camp. Mais il va va refaire des camps. Il me semble que le prochain, c'est novembre, et ensuite, il y aura l'année prochaine. Ok. Alors, j'avais vu personne parler du combat d'Hugo 2 au KSW il y a 1 ou 2 semaines. Quel adversaire pour lui à l'avenir? Alors, Hugo, il devait combattre, je crois, en catégorie 70. Il était matché contre Nicolas Bivol. C'est ça. Alors, il y a eu un micmac, je crois, avec le KSW. J'ai pas trop bien compris, parce que j'ai vu un commentaire aussi de Mathieu Nicourt. Enfin bref, comme quoi la team avait été appelée, ça n'a pas répondu, tout ça. Je connais pas les détails, donc je vais pas m'aventurer plus que ça. Mais le match s'est pas fait, et du coup, Hugo 2, il a pris un adversaire dans la catégorie au-dessus, à 77. Et alors, il y a eu une grosse guerre entre les deux, et malheureusement, je crois que c'est sur un coup de coude retourné que Hugo 2, il s'est fait éteindre. Ah bon, c'était pas une décision? Non, il s'est fait mettre KO. Purée, j'ai bugué, moi. D'accord, ok, je pensais qu'il avait pris. Ah oui, d'accord, Spinning Elbow, round 2, j'avais pas vu. Je pensais qu'il avait perdu par décision. J'avais vu qu'il avait perdu sur Insta, mais j'avais pas vu que c'était la cause, je pense que c'était sur une décision. Et en fait, oui, il devait affronter Nicolas à la base, et en fait, il y avait un souci de poids, il est arrivé trop lourd. Et l'équipe de Nicolas, donc l'équipe de Mathieu Nicourt, avait refusé le catchweight, parce que c'était un catchweight qui était vraiment trop élevé. Il me semble qu'on était sur des 2-3 kilos de trop. Donc, tu vois, pas d'intérêt. Et j'ai été surpris justement de voir que Hugo combattait quand même, et pas Nicolas. Ok. Parce que c'était dans l'histoire, c'était pas Nicolas qui avait eu le souci de poids, c'était Hugo. Et j'étais surpris. J'étais surpris de voir qu'il était comme sur la carte. J'imagine que KSW voit absolument devait trouver une solution pour avec quelqu'un au poids d'Hugo et pas au poids de Nicolas du coup. Alors, Sweezy, du coup, Gab. Attends, il y a Hikaru et Sweezy. Gab, ton combat a été repoussé au Japon. Alors, donc moi, je suis censé combattre pour le DIP
On est en train de travailler dessus avec donc mon ami qui est coach là-bas à Japan Top Team, Eli Kirich. Et là, c'est complètement indépendant de notre volonté. Il y a des dates qui tombent, il y a des adversaires qui tombent. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Donc on se bat sur septembre, on reste sur septembre. Mais si c'est repoussé, moi franchement ça me fait chier à mort. Parce qu'il y avait déjà normalement mars, après il y avait mai, il y avait septembre. Dans tous les cas, moi j'ai dit écoutez, et avec Eli, on sait ce qu'on a dit, on prend n'importe qui, donnez-nous un welter, il n'y a pas de problème. Et un coup il y en a un coup il n'y en a pas un, donc on attend. Moi je continue à m'entraîner, on va bien voir quand la date va tomber. J'espère que ça va être très rapidement, mais voilà. Et du coup, où est-ce que je vais préparer le combat? Je vais commencer à le préparer dans mon équipe à Poitiers Ice Road, et je ferai une grosse partie de ma prépa après à Tokyo avec Eli. Alors, Maël, salut. J'ai beaucoup de respect pour les anciens qui remontent sur le ring, comme vous l'avez dit, Pacquiao ou Tyson, ou Greg MMA, quel que soit le résultat. J'aime le courage et vous. Allez, force. Ça sera diffusé où normalement? Si c'est le Deep a une chaîne YouTube, genre avec un abonnement, je sais plus, ça va être 10 balles, où il diffuse la carte en direct. Si tu veux, je peux t'envoyer ma pisse pour les tests Gab. Non, mais je peux pisser, je peux avoir une prise de sang, ça reviendra nickel. Par contre, quand j'ai eu réunion dans les bureaux du DIP, on n'a pas de contrôle antidopage. Je fais ah ouais, ok. Ok. T'as le droit de pisser vert. Donc voilà. Et ben voilà pour ce soir. On devait parler de Baki, mais bon, là, on a dépassé un petit peu l'heure. Il faut qu'on décolle, donc on gardera ça pour la prochaine fois. Yap. De toute façon, je ne te reverrai pas sur le live vu que tu seras au Brésil. Là, c'est fini. Là, je pourrais plus venir t'aider maintenant. Tu vas être. Ça va être ton propre. Il n'y a que toi qui pourras être sur le live. Je ne reviendrai vraiment plus, parce que j'avais déjà dit il y a 2 semaines que je ne reviendrai plus. Je suis revenu. Ce coup-ci, je ne reviens plus. C'est fini. Bon, en tout cas, pas avant mon combat. Pas avant mon combat. Un petit dernier mot avant de se quitter. Merci d'avoir suivi ce live. Ça fait très plaisir d'être avec vous comme d'habitude. Et merci pour la force, parce que je reçois tous vos messages qui me donnent de la motivation pour le dernier Contenders. Je lis aussi sur le chat. Donc ça fait très plaisir. Et puis voilà, on va faire au mieux pour représenter Karaté Bushido, puis la France en général. La France. Nickel. Le team Warin. Et puis faire une grosse perf, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. C'est le plus important. Allez, un petit mot de la fin, Gabriel, pour toi, et on décolle. Écoutez, encore un grand merci d'avoir suivi le live. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Bushido Time. En attendant, écoutez, n'oubliez pas, chaque jeudi sur la chaîne de Karaté Bushido officielle, une vidéo sort. Là, jeudi dernier, il y a un sparring entre Mehdi, MBH et Romain Debienne, et un petit échange café aussi au début qui était bien sympathique, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Il y a 2 semaines, il y a eu donc Mathieu et moi contre Michael et Amaury. Encore une fois, n'hésitez pas à aller les voir, un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et on se dit à très vite. Ciao les gars. Os. Oh, j'oublie le os. Os. C'est quoi ce os, la double point? Os. Je suis fatigué, c'est pas ça. Allez, ciao tout le monde. Ciao à tous.